Bonsoir à tous, bienvenue au Rucher Créatif. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le Rucher, on est une association à but non lucratif, un lieu où on vient travailler au quotidien. Il y a des résidents et des coworkers qui viennent travailler, des entreprises qui louent nos espaces pour faire leurs réunions, leurs séminaires. On vient manger à la cantine éthique aussi, c'est ouvert du lundi au vendredi, une bonne cuisine saine, locale, végétale. Et c'est une entreprise en insertion sociale. On a quelqu'un du foyer au bois qui est ici présent ce soir, donc merci Laurent de ta présence. Et puis, on vient au Rucher pour apprendre, rencontrer, échanger sur différentes thématiques, sur l'entrepreneuriat, le numérique, la transformation numérique des entreprises, le bien-être au travail ou le développement personnel, la culture et la citoyenneté, mais aussi la RSE, le sujet qui nous intéresse ce soir. Donc, bienvenue à tous. Je m'appelle Emeline Bossé, je suis en charge des relations entreprises et partenariats au Rucher, mais aussi de cette commission RSE du Rucher, puisque la programmation proposée sur cette thématique est pensée par une commission avec des bénévoles où ils sont quasiment tous présents ici ce soir, donc je les remercie encore une fois. On a pensé le cycle de cette année ensemble. Et si vous avez des suggestions d'ailleurs sur cette thématique ou d'autres, n'hésitez pas, puisque le collaboratif veut que ce soit ouvert et participatif. Et donc ce soir, nous allons parler plus spécifiquement de l'impact environnemental des entreprises. Puisque on est un peu tous concernés par cette notion. Tout le monde n'est pas forcément au courant ou ne se sent pas encore concerné. Mais en tout cas, si vous êtes ici, c'est que vous l'êtes un peu plus ou que vous vous posez des questions sur cette thématique-là. Donc ce soir, on va comprendre quels sont ces enjeux, comment les entreprises peuvent agir, parce qu'il n'y a pas que l'État qui peut agir sur ce sujet, il n'y a pas que les particuliers en triant leurs déchets qui peuvent agir, mais les entreprises ont aussi leur rôle à jouer. Alors, je vais laisser la parole ce soir à différentes personnes qui sauront beaucoup mieux en parler que moi, comme Sabrina, qui est enseignante-chercheuse au CRED. Bonsoir, donc tu feras une petite introduction théorique sur le sujet, donc une vision globale sur cet enjeu. Et ensuite, on va échanger avec Philippe Gautreau et Basile Gautreau de l'entreprise Cavi pour les agrafes à vigne et le tuteur à vigne. Donc, qui est un exemple d'une entreprise qui a un modèle économique pensé aussi par rapport à l'impact environnemental des entreprises. Bonsoir et merci à vous de votre venue. Donc Sabrina, je vais te laisser la parole avec aussi les slides que tu as préparés. Quelques slides juste pour poser un petit peu le discours en effet. Merci beaucoup pour cette invitation. Donc effectivement, on m'a demandé de planter un peu le décor. On parle de RSE, de la question de l'impact environnemental de l'activité économique de manière globale. On parle d'urgence environnementale, on parle d'urgence climatique. Et en fait, cette question d'urgence, j'ai intitulé ma présentation de cette manière-là, de la contrainte à l'opportunité. C'est-à-dire que soit on attend que les contraintes se multiplient jusqu'à ne plus pouvoir s'adapter pour une entreprise et mourir, on en parlait il y a 2 minutes, soit au contraire, on saisit cette urgence environnementale pour finalement en faire une opportunité, se renouveler, se réinventer, innover et puis finalement continuer à se développer tout en intégrant de manière intelligente ces questions. Alors, pour planter le décor, justement, moi, je voudrais revenir quelques minutes sur ce qu'on entend par développement durable et la question environnementale dans tout ça, et revenir sur la définition du développement durable et de la soutenabilité. Alors, sans doute que cette définition, vous la connaissez peut-être, définition du rapport Brundtland, la fameuse définition qui dit que le développement durable, c'est un développement qui répond aux besoins des générations du présent sans compromettre les générations futures à répondre aux leurs. Bon, alors, une fois qu'on a dit ça, on a tout dit et on n'a rien dit. C'est-à-dire que c'est bien joli, mais comment on fait concrètement? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors moi, je l'aime bien cette définition parce que soit on la lit rapidement et on se dit bon, OK, soit on la détaille un petit peu et puis là, ça devient intéressant. Alors, les quelques termes sur lesquels je vais revenir, c'est déjà le premier début de la phrase, le développement durable est un développement. Ça me semble déjà important à souligner. Pourquoi? Parce que quand on a commencé à parler, à mettre en avant le fait que le développement industriel ou l'activité économique était incompatible finalement avec la protection de l'environnement. Ça date du Club de Rome avec le rapport Halte à la croissance. Et l'idée, c'était de dire
c'est incompatible. Et donc, la seule solution de réduire notre empreinte environnementale, c'est la décroissance. Et c'est resté un petit peu dans les esprits. Et je pense que c'est aussi ça qui fait que c'est si compliqué de parler de développement durable aujourd'hui, parce qu'on associe souvent cette question de on arrête tout, on revient en arrière, etc. Dans cette définition qui a été proposée en 87, l'idée, c'était de réconcilier la notion de progrès, de développement, avec la question de la protection de l'environnement. Il est possible de faire les deux. Il faut juste trouver une manière de se développer autrement. Il ne s'agit pas de parler de décroissance, mais de se développer autrement. Donc, finalement, ça veut dire que ça autorise à se poser la question de savoir ce que ça veut dire, se développer. Ça veut dire quoi, se développer, et comment on le mesure. Alors, le principal problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on mesure le développement avec le PIB. Effectivement, le PIB, ça veut dire une croissance économique absolue avec une quantité de produits fabriqués, consommés, jetés, et donc des impacts environnementaux qui sont importants. Mais on pourrait s'autoriser à redéfinir cette notion de développement et puis à redéfinir la manière dont on souhaite l'évaluer. Est-ce que se développer, ça veut dire accumuler tout un tas de produits chez nous tout le temps? Pas forcément. Voilà, on peut assurer notre bien-être peut-être autrement. Donc ça, c'est le premier point qui est intéressant. Deuxième point, justement, l'objectif, c'est de répondre à nos besoins. Alors, ça veut dire quoi, nos besoins? Voilà, quels sont nos besoins aujourd'hui, en tant qu'individu, en tant qu'entreprise, etc. Est-ce que nos besoins d'aujourd'hui, ils sont les mêmes qu'hier? Est-ce que les besoins en 2022 sont les mêmes qu'en après-guerre? Voilà, en après-guerre, il y avait effectivement un besoin de reconstruction, de croissance, de développement. Il fallait rebâtir le pays, il fallait développer l'économie. Très bien. Est-ce qu'aujourd'hui, on a toujours ce même besoin-là, au niveau de la société et au niveau individuel? J'en suis pas sûre. Est-ce que nos besoins d'aujourd'hui seront les mêmes demain? C'est pareil. Voilà. Donc ça pose la question de la trajectoire dans laquelle on est embarqué, qui nous semble être une trajectoire immuable, alors qu'en fait, elle n'est pas si vieille. Cette trajectoire de croissance économique, de consommation et de production de masse, elle n'est pas si ancienne que ça. Elle date de l'après-guerre, hein, comme je viens de le dire. Donc finalement, peut-être qu'on peut faire autrement. Voilà. Et donc, ça mérite de se poser la question. Et la dernière partie de la phrase qui est intéressante, c'est la question de sans compromettre la capacité des générations futures à répondre à leurs besoins. Donc là, en fait, se pose la question de l'héritage qu'on reçoit, en fait, hein, de nos aïeux, de cette fameuse crise, de ce fameux développement d'après-guerre, des 30 glorieuses, etc. Un héritage qu'on reçoit. Héritage dans lequel on s'inscrit et puis on se sent obligé de poursuivre. En tout cas, tout le modèle économique et d'évaluation est basé là-dessus. Mais c'est surtout un héritage qu'on va transmettre aux générations futures. Donc, héritage culturel, héritage social, héritage technologique, etc. Et puis, héritage aussi au niveau des écosystèmes qu'on entrave. Hein, et cet héritage-là, on va aussi le transmettre aux générations futures. Voilà, donc je trouve que quand on décortique un petit peu les choses, finalement, elle est pleine d'espoir, cette définition. Voilà, elle autorise à imaginer un petit peu les choses différemment. Alors d'ailleurs, je vous parle de soutenabilité, je ne vous parle pas de développement durable, parce que je trouve que le terme de développement durable, il n'est pas forcément bien approprié, c'est une traduction du terme Sustainable Development, mais dans la notion de durabilité, on a tendance à se refermer sur soi et à se dire, moi, il faut que je dure. Voilà, moi, en tant qu'entreprise, il faut que je dure dans le temps. Alors que la notion de soutenabilité, elle amène à se poser la question de qu'est-ce qui est soutenable? Soutenable sur le plan physique, pour la planète, et soutenable sur le plan moral. Et ça, c'est les deux principaux enjeux du développement durable. La soutenabilité physique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, notre planète, c'est un système limité. C'est un système fini, avec une quantité de ressources naturelles limitées, au-delà desquelles on ne peut pas aller. Donc, je vous ai remis ici, vous avez tous entendu parler des fameuses planètes, limites planétaires. On en a entendu surtout parler il y a à peu près un mois parce qu'il y a une 6e limite qui a été franchie. Hein, donc, cette question des limites planétaires, c'est une équipe de chercheurs qui a essayé d'évaluer l'impact de l'activité humaine sur différents aspects environnementaux, donc le changement climatique, le cycle de l'azote, etc. Elles sont indiquées à l'écran et qui démontrent que de par notre activité économique, aujourd'hui, on a déjà franchi 5 limites. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, notre activité humaine a un impact négatif sur ces aspects-là et que chaque année, on entrave un peu plus le capital qu'on transmet aux générations futures, finalement. C'est ça que ça veut dire. Et donc, cette 6e limite planétaire qui vient d'être franchie, en réalité, elle ne vient pas d'être franchie cette année, c'est juste que le calcul a été refait
le calcul n'était pas bien fait sur la question de l'eau. On ne tenait compte que de l'eau bleue. L'eau bleue, c'est l'eau des rivières, des lacs, des nappes phréatiques. Et que dans le nouveau calcul, on tient également compte de l'eau verte, c'est-à-dire l'eau qui est réellement disponible dans le sol pour les plantes. Voilà, donc ça témoigne en fait d'un niveau de stress hydrique et de sécheresse qui est largement répandu à l'échelle de la planète et qui évidemment pose difficulté. Une autre façon de parler de la soutenabilité physique, c'est un indicateur que vous avez sans doute également, dont vous avez sans doute également entendu parler, c'est l'empreinte écologique. Donc l'empreinte écologique, en fait, c'est une manière de traduire notre activité humaine en impact en mesurant en fait la surface productive qui est nécessaire à répondre à nos besoins en termes de ressources. On a besoin de ressources pour s'habiller, se développer, manger, se loger, etc. Toutes ces ressources sont traduites en surface. Et il y a un petit rond là qui représente une planète, voilà, en bas de l'échelle, excusez-moi, et qui signifie en fait que si on prend l'ensemble, voilà, la surface disponible sur Terre et qu'on divise par le nombre d'habitants, eh bien, on devrait avoir cette surface. Voilà. Ça correspond à une planète. Voilà. Or, on voit ici sur le graphe que finalement, chaque pays, la plupart des pays sont au-delà de cette planète, hein, ça veut dire qu'ils consomment, leur niveau de vie nécessite une surface productive supérieure à ce qu'elle devrait consommer. Et puis, on a quelques pays au centre qui sont en deçà de ces limites-là, tout simplement les pays qui sont en voie de développement. On ne va pas se mentir. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que globalement, si on joue avec ces calculs, si chacun vivait comme un Américain, il nous faudrait 5 planètes. Donc, or, on n'en a qu'une, on est d'accord. Enfin, en tout cas, au jour d'aujourd'hui, on n'en a qu'une. Voilà. Donc là aussi, ça met bien en lumière ce qu'on appelle par soutenabilité physique. Quelle est la capacité de la Terre à supporter notre activité humaine? Aujourd'hui, elle est insuffisante. En tout cas, on dépasse ces capacités-là. Autre petit indicateur que vous avez peut-être également vu dans la presse, c'est le fameux jour du dépassement. Si vous avez déjà entendu parler de ça, tous les ans, on nous parle du jour du dépassement qui arrive à peu près en milieu d'année. Donc, le jour du dépassement, c'est en fait… Où est-ce qu'il se situe là? Alors, la France, c'est vrai que c'est pas très clair. La France, on est à 2 et quelques planètes, hein, déjà, peut-être même 3. Elle est ici, la France. Ok. Donc, quand on dit oui, en France, on est quand même pas trop mal, les Chinois, il faut mieux de faire attention. Nous, 2 fois et demi. Ouais, on est quand même largement au-dessus. Donc, le jour du dépassement, c'est le jour de l'année, en fait, où on a consommé l'ensemble des ressources renouvelables qui sont à notre disposition. Donc, ça veut dire qu'à partir, là, pour l'année précédente, à partir du 29 juillet, on commençait déjà à entamer le stock de l'année suivante, et ainsi de suite. Là aussi, ça permet de bien illustrer ce qu'on entend par soutenabilité physique. Et puis, la soutenabilité morale, eh bien, elle nous ramène à nous-mêmes. C'est-à-dire qu'en gros, je renvoie aux définitions du départ, jusqu'où est-ce qu'on est prêt à aller pour satisfaire à nos besoins? Et quels sont ces besoins? Quelles sont les conséquences de nos choix? Alors, nos choix individuels et nos choix collectifs aussi. Hein. On n'est pas tous non plus… voilà. Il y a aussi la société qui nous entraîne dans une trajectoire. Et puis, ces choix, ils sont parfois irréversibles. Qu'est-ce qu'on laisse à nos générations futures, hein, en termes de capital naturel et puis aussi de contexte social? Et puis, quelle responsabilité est-ce qu'on a individuellement et collectivement? Alors, individuellement en tant que personne individuelle, hein, acteur de la société, individuellement en tant qu'entreprise, individuellement en tant que chercheur. Enfin, voilà, quelle responsabilité on a? Comment on peut agir? Donc, aujourd'hui, le constat qu'on vient de faire, hein, il est principalement lié au fait que nous avons un fonctionnement linéaire dans un système qui est fini. Et en fait, c'est incompatible. Quand je dis on a un fonctionnement linéaire, c'est que notre société industrielle, elle est bâtie comme un gros tuyau à l'intérieur duquel on fait rentrer des ressources qu'on consomme massivement, des ressources naturelles, hein, qu'on transforme en biens, en produits, qu'on assemble en biens de consommation de la vie courante, que l'on consomme, qui génèrent des déchets et on traite les déchets à la fin. On est en système un petit peu un petit peu complètement linéaire. Et que le moteur de l'économie contemporaine, c'est la croissance économique. L'objectif, c'est d'avoir un PIB qui augmente. C'est comme ça qu'on évalue le développement.
Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi ce fonctionnement? Eh bien, ça veut dire que pour avoir une croissance économique, pour avoir un PIB croissant, nécessairement, ça s'accompagne d'une hausse de l'activité industrielle. Il faut fabriquer toujours plus de produits et vendre toujours plus de produits que l'on va nécessairement consommer et qui vont générer des déchets et des émissions polluantes. Donc, on épuise les ressources, on atteint la biodiversité, on ouvre les cycles biogéochimiques. Ça, c'est typiquement la problématique de l'ouverture du cycle de l'azote et du cycle du carbone avec le réchauffement climatique. Voilà, donc, tous ces effets sont intimement liés au fait qu'on a un système en fonctionnement linéaire dans un système limité, tout simplement. Donc, si on s'amuse, entre guillemets, à traduire ça sur les deux petites courbes qui sont indiquées là, on voit bien que la croissance du PIB, elle s'accompagne nécessairement par une augmentation également de nos impacts sur l'environnement. En fait, on est coincé. Alors, je ne vais pas revenir à la décroissance, mais c'est de là qu'est venu le constat de la décroissance. C'est que si on observe les choses de cette manière-là, on est coincé. Donc, en fait, il faut réinventer une façon de se développer, il faut réinventer une façon de produire. Peut-être qu'on a besoin de produire un petit peu moins pour répondre à nos besoins. Et puis peut-être qu'on a surtout besoin de produire différemment et de réinventer nos modèles de production. Et tout ceci, sachant qu'on va également, on tend vers une augmentation de la population et une élévation globale du niveau de vie, donc avec toujours plus de besoins à assouvir, que ce soit sur le plan alimentaire, énergétique ou de tout autre bien. Alors, oui. J'ai oublié de vous dire un truc à ce moment-là. Donc, en fait, aujourd'hui, comment est-ce qu'on règle le problème de l'environnement? Eh bien, on le règle justement sous la contrainte. C'est-à-dire qu'en fait, on ne traite le déchet qu'une fois qu'il est devant nous. Ou on se pose la question du traitement de la pollution qu'une fois qu'elle est là. Donc, on met en place des solutions de traitement de déchets, de recyclage éventuellement. Je force un peu le trait, mais globalement, de recyclage, de traitement de déchets, de réduction de la pollution par des technologies qui sont de plus en plus coûteuses, etc., etc. Et donc là, on est vraiment dans la logique de l'environnement comme la contrainte. Et souvent, c'est la réglementation qui va permettre d'améliorer, en tout cas de réduire l'impact de l'environnement, mais on n'a aucune action, on va dire, aucune stratégie proactive, ou très peu, qui se dirait, peut-être qu'on peut organiser le système différemment. Puis il y en a pour qui la réponse, c'est l'innovation technologique. Tout viendra, on va être sauvé. Exactement. Ah oui, alors oui, sachant que la technologie, oui, nous enferme plutôt dans un système d'accélération. Exactement, la technologie nous sauvera, on peut y aller allègrement, y compris pour le réchauffement climatique. Donc, moi, je voulais vous parler d'un concept scientifique qui ensuite s'est traduit de manière très opérationnelle dans la vie des entreprises, et on va avoir un très bel exemple après, qui est l'écologie industrielle. Alors, l'écologie industrielle, c'est un concept scientifique qui est apparu dans les années 80-90 et qui consiste à dire que finalement, le système le plus résilient qui existe, c'est quand même le système naturel, et qu'on pourrait s'inspirer du fonctionnement de ces écosystèmes naturels pour transformer la société industrielle. Alors, quand on parle de société industrielle, là, on ne parle pas que de l'industrie. On parle de la société industrielle dans laquelle nous sommes, et vous et moi sommes des acteurs de la société industrielle en tant que consommateurs de biens et émetteurs de déchets. Donc, l'idée, c'est de transformer cette société et d'en faire finalement un cas particulier d'écosystème. Après tout, nous sommes une espèce comme les autres, et pourquoi est-ce qu'on dérogerait à la règle des écosystèmes naturels? Donc, voilà, transformer ce modèle industriel en un écosystème naturel en ayant davantage d'interactions avec les milieux. Alors, ça veut dire quoi? Donc, l'écologie industrielle, c'est vraiment une approche qui se veut globale et systémique, dont l'objectif est de rendre compatible l'activité humaine avec les limites intrinsèques de la biosphère. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire revenir tout simplement dans retarder le jour du dépassement, réduire notre empreinte écologique, etc. Donc, retrouver un mode de développement qui soit satisfaisant pour répondre à nos besoins et qui respecte tout simplement ces limites de la biosphère. C'est également ça appelle, une transformation en profondeur de la société industrielle, grâce à des stratégies en fait qui sont très concrètes et qui vont tout simplement, entre guillemets, viser à essayer de découpler ces deux courbes que je vous ai montrées tout à l'heure. Continuer à avoir un développement tout en réduisant l'empreinte environnementale. Voilà. On ne cherche pas à décroître, on cherche juste à croître autrement et en réduisant notre empreinte environnementale. Ces stratégies, on va les voir après.
Et donc, ces transformations en profondeur, elles reposent quand même sur un changement de paradigme assez important de la société, c'est-à-dire que, sans parler, encore une fois, de décroissance, il va quand même être nécessaire à un moment donné de ralentir, de sortir de la logique de production et de consommation de masse en se reposant tout simplement la question de nos besoins, de quoi on a besoin aujourd'hui, et d'y répondre. Autre élément important, cette approche globale, elle nécessite un décloisonnement des sphères industrielles, urbaines et agricoles avec des approches qui vont plutôt être territoriales. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a tendance à résoudre les problèmes de manière très cloisonnée, en silo. On a une problématique sur l'eau, on a une réglementation sur l'eau et on développe des technologies pour traiter l'eau, etc. Et on traite l'industrie, l'agriculture, les sphères urbaines de manière très séparée, alors qu'en fait, on gagnerait à observer ces territoires comme un système complexe avec plein d'interactions entre tous ces acteurs, et c'est la réalité, hein, et de s'intéresser aux interactions justement, et non pas à ce qui se passe dans chacune des boîtes de manière très cloisonnée. Et c'est ce que propose l'écologie industrielle. De manière plus concrète, l'écologie industrielle, en fait, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'économie circulaire. Et ça, je pense que vous en avez tous entendu parler. C'est un terme qui a été très repris par les institutions, hein, dans les discours politiques, puisque c'est une stratégie qui est intéressante pour justement sortir de l'économie linéaire. On parlait tout à l'heure de notre système qui est très linéaire. L'idée, c'est de sortir de ce fonctionnement en tuyau et de ramener de la circularité à l'intérieur du système à tous les niveaux possibles. Et donc, on est bien dans l'interaction entre les différents acteurs de la société. Alors, l'économie circulaire, il y a plusieurs stratégies qui sont proposées. Des stratégies de type recyclage ou allongement de la durée d'usage des produits. Et puis, il y a des stratégies qui s'adressent aux consommateurs, hein, comme la consommation responsable. Et puis, on a des stratégies qui vont davantage s'adresser aux acteurs de la production, donc aux entreprises. Ces stratégies, on parle d'approvisionnement durable. Je ne vais pas m'étendre dessus, ça parle de soi. Et il y en a trois que je voudrais voir un petit peu plus en détail. C'est l'éco-conception. Donc, l'éco-conception, pour une entreprise, ça consiste à reconcevoir son produit. Donc, réfléchir en fait à concevoir des produits qui vont avoir un impact moindre sur l'environnement. Et en fait, quand on se pose, là l'idée, c'est de se poser la question avant même de concevoir le produit, et non pas une fois que le déchet est là. Hein, donc, ça va amener à des choix de matériaux qui vont être recyclables, par exemple, mais ça va aussi être sur des choix concernant l'assemblage de ces matériaux. On peut avoir des produits aujourd'hui qui sont 100% recyclables, mais qui sont 0% recyclés, pardon, parce que tout simplement, en fin de vie, on ne sait pas séparer les différents matériaux. Donc, en théorie, c'est 100% recyclable, mais dans les faits, on ne recycle pas, parce qu'on ne sait pas séparer, parce que les technologies n'existent pas. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'anticiper voilà, la manière dont le produit va être fabriqué, transporté, assemblé, consommé, et puis, in fine, traité. Et l'éco-conception, si je peux me permettre, ça s'applique aussi au métier du web. On en entend de plus en plus parler. Même si on n'a pas de produit fini matériel, c'est aussi quelque chose dans la conception qui doit être pensé en amont pour qu'il y ait le moindre impact environnemental possible à la fin. Tout à fait, oui, ça s'applique effectivement au numérique. La deuxième stratégie, c'est l'écologie industrielle et territoriale. Donc, elle reprend le principe le plus, intuitif quand on parle de s'inspirer du fonctionnement des écosystèmes naturels. On parle des chaînes alimentaires, en fait, les déchets de l'un utilisés en ressources pour d'autres. C'est ce qu'on appelle l'écologie industrielle et territoriale. Donc, ça consiste en fait à faire en sorte qu'un déchet ne soit plus un déchet, mais soit une nouvelle ressource qui va pouvoir être consommée par une autre entreprise. Et donc ça, c'est une stratégie qui est très en développement en France. On a une association le Club d'écologie industrielle de l'eau, voilà, qui fait la promotion de ce concept-là et qui en assure le développement sur le territoire. Et qui donc est l'un des principes phares de l'écologie industrielle, qui est une stratégie qui va plutôt être orientée territoire, puisque là, on va faire en sorte de faire travailler ensemble des acteurs qui, a priori, n'auraient jamais eu l'occasion de se croiser. Et puis, la troisième stratégie intéressante, en termes d'innovation et de transformation de modèle, c'est l'économie de fonctionnalité. L'économie de fonctionnalité, elle consiste à dire qu'en fait, plutôt que de vendre un produit, on va vendre le service rendu par le produit. Parce que finalement, qu'est-ce qui nous intéresse en tant que consommateur? Ce n'est pas forcément l'objet, mais c'est bien la fonction de l'objet. Et là, c'est intéressant aussi parce que ça permet à l'entreprise de complètement se réinventer. Si elle vend un service et non pas un produit, ben finalement, elle est responsable de ce produit jusqu'à sa fin de vie.
Et puis, ça va être à elle d'en assurer la maintenance, d'en assurer la réparation et puis d'en assurer le traitement. Et le business model, il évolue complètement parce que quand on vend un produit, son objectif, c'est de vendre le plus de produits possible pour faire le plus de rentrées d'argent, évidemment. Plus je vends des produits, plus je gagne de l'argent. Alors que quand on vend un service, l'objectif, au contraire, ça va être de vendre, de fabriquer le moins de produits possible et de faire en sorte qu'ils durent le plus longtemps possible. Donc là, on peut vraiment travailler sur l'allongement de la durée de vie, on peut vraiment travailler sur la robustesse, etc. Et éventuellement de gagner encore de l'argent à la fin quand il va s'agir de le recycler et de pouvoir récupérer quelque chose sur les nouvelles ressources générées. Voilà. Donc ça change complètement la manière de finalement croître. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, la croissance économique, ce n'est pas un gros mot, c'est juste que voilà, à quel besoin on répond et comment on l'utilise. Voilà. Donc ces stratégies-là, en fait, d'un point de vue, pour faire le lien avec l'écologie industrielle dont je parlais tout à l'heure, ce sont des stratégies qui vont tout simplement permettre de dématérialiser et de décarboniser l'énergie, la société. Pardon. Ça veut dire que finalement, on a un modèle industriel qui répond à nos besoins, mais dans lequel on injecte finalement moins de matière et d'énergie. Voilà. Donc on tend progressivement à revenir dans les limites intrinsèques de la biosphère en consommant moins de ressources et en consommant moins d'énergie. Et puis, je vais juste terminer. Voilà, donc voilà comment on peut saisir cette urgence environnementale pour en faire une opportunité et non pas la subir comme une contrainte. Et je vais juste revenir sur cette question de réponse aux enjeux. Est-ce qu'avec ça, on répond aux enjeux? Avec la question de l'économie circulaire, de l'écologie industrielle, de l'éco-conception, etc. En fait, ça nécessite quand même de re-questionner, encore une fois, sa raison d'être en tant qu'entreprise et puis les besoins auxquels on répond, de re-questionner aussi le rôle de l'économie et du service que l'économie rend à la société. Je vous ai mis ici deux petites figures, et je vais juste terminer là-dessus, qui représentent en fait les trois sphères du développement durable. Alors, on a souvent tendance à représenter les trois sphères du développement durable en les superposant, économique, environnemental, social, puis on dit que quand on est au milieu de tout ça, on fait du développement durable. Bon, ça, c'est une vision assez pauvre du développement durable parce qu'encore une fois, on cloisonne. C'est-à-dire qu'on a l'économique d'un côté, l'environnement de l'autre côté, et le social de l'autre. Puis si on arrive à trouver des liens entre les trois, on se dit, là, on est dans le développement durable, ce qui est assez limitant. Moi, je préfère les représenter de manière englobante. Et donc, du coup, on a deux façons de faire. Qu'est-ce qu'on place au milieu? Qu'est-ce qu'on place à l'extérieur? Si on place l'économique à l'extérieur et puis l'environnement au milieu, eh bien, on est dans ce qu'on appelle une logique de soutenabilité faible. Et c'est notre logique actuelle. C'est le modèle dans lequel on est encore aujourd'hui. Ça veut dire que l'objectif reste encore la croissance économique. Et puis, l'environnement, c'est ce vivier de ressources dont on dispose et dont on essaie de maintenir le plus possible le niveau. C'est cet ensemble de biodiversité qu'on essaie de transmettre aux générations futures, etc. Donc, on est encore dans une logique de l'environnement au service de l'économie, et l'objectif, c'est l'économie. Et donc, ça, c'est la soutenabilité faible. Et avec ça, on ne répondra pas aux enjeux. En fait, on va peut-être retarder un petit peu l'échéance. Le pire arrivera plus tard, mais on n'échappera pas au pire. Et donc, moi, je voulais vous amener pour finir sur cette question de soutenabilité forte où on inverse la logique et où là, l'économie devient la petite bulle, non pas qu'elle est moins importante, mais c'est juste qu'on place l'économie au service de la société. Et donc, on place la croissance, le profit, ce n'est pas un gros mot de faire du profit, mais c'est juste qu'on le place au service du progrès social, au service du maintien des écosystèmes naturels qui sont indispensables pour éviter l'extinction de notre espèce, en fait, finalement. Donc, on retourne un petit peu on retourne la question, on retourne le problème, et là, on ira vers une soutenabilité forte, et là, on répondra aux enjeux. Mais c'est un ensemble d'opportunités à saisir. Voilà. Que tout le monde peut saisir. Que tout le monde peut saisir. On n'est pas obligé d'attendre les obligations de l'État. Tout à fait. Voilà. Au contraire, c'est ce que vous n'avez pas attendu pour agir. Alors, ça se veut une discussion ouverte. Si jamais vous avez des questions, si vous avez envie de compléter, comme je l'ai un petit peu fait aussi, Pas de problème. N'hésitez pas. Et même tout au long de la discussion, voilà, n'hésitez pas à lever la main ou à intervenir. Au contraire, ça pourra enrichir la discussion. Merci pour cette introduction. Oui, allez-y. Vous ne semblez pas être favorable à la décroissance. Pourquoi? Parce que ça vous paraît inacceptable dans la psychologie de l'être humain, ou parce que vous avez d'autres raisons pour penser que c'est quelque chose?
Alors, en fait, c'est pas que je ne suis pas favorable à la décroissance, puisque j'ai à un moment dire il va falloir ralentir, c'est que je suis défavorable au terme. Parce qu'en fait, ce terme est clivant et ce terme nous empêche d'avancer. Donc, quand je dis qu'il faut aller vers une soutenabilité forte, l'économie au service de la société, au service de l'environnement, si vous lisez entre les lignes, c'est ce qu'on peut appeler, enfin, c'est ce qu'on appelle de ses voeux lorsqu'on parle de décroissance. Mais je trouve que le terme de décroissance est malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, mais très connoté négativement. Il fait peur, il effraie, il clive et enfin, il est stérile en fait. Voilà. Donc, je préfère on parle de sobriété, on parle d'aller vers une plus grande sobriété par exemple. C'est moins, là pour le coup, on est moins dans la contrainte. La décroissance, en fait, on le prend comme la punition. Et personne n'en veut. Voilà. Et personne n'en veut. Et en plus, on a tendance à dire, si on stoppe la croissance, ça veut dire que finalement, on empêche les pays en voie de développement de se développer aussi. C'est-à-dire que nous, on s'arrête là, on ralentit un peu. Les pays en voie de développement ne se développent pas, parce qu'on voit bien que ce n'est pas tenable. Et ça, c'est pareil. Enfin, éthiquement, ce n'est pas un discours acceptable. Ouais, je suis d'accord. À l'inverse, promettre une croissance de la production, alors qu'aujourd'hui, la production est à grande échelle totalement corrélée au pétrole, enfin, ça paraît un peu pieux. Non, parce qu'en fait, c'est là où je dis qu'il faut réinventer cette industrie, il faut réinventer cette production. Et que la croissance, elle est une notion différente, en fait. Pas en termes de chiffres, de rentabilité, parce qu'on aura vendu un maximum de produits, mais parce qu'on repense les services, le produit, on repense les besoins et les usages. Est-ce qu'on a besoin d'un téléphone tous les ans, d'en changer à chaque fois qu'un modèle sort? Peut-être pas. Et du coup, ça change la production qui va derrière si on change le besoin. Et c'est surtout que ça reste très marginal. Mais en fait, si on parle de croissance, décroissance, c'est qu'on continue à raisonner en termes de PIB. Et moi, je pense que déjà, la première chose à faire, c'est d'arrêter d'évaluer le développement et le bien-être d'une population au travers de son PIB. Oui, mais au final, vous parlez de croissance, comme vous aussi d'ailleurs, mais vous ne voulez pas parler de croissance. C'est un peu paradoxal. Je parle de croissance, mais je parle de croissance, je parle de développement. C'est écrit. Mais c'est une croissance qui est différente. C'est une croissance différente. Et on va le voir avec le temps d'après. C'est ça. Parce que de toute façon, des croissances, on peut en parler, mais c'est tellement plus gros qu'on va se mettre à dos. C'est ça. 2 tiers de la population, ça n'avancera pas. Donc autant essayer de trouver des solutions qui vont tirer plus de gens. Et à chaque fois qu'on met l'interdit, ça ne marche pas. Exactement. Donc de toute façon, aujourd'hui, il faut trouver des solutions et taper sur les doigts, ça ne suffit pas. Donc aujourd'hui, si on parle de décroissance de la population, et tu peux en parler, mais moi je dis non. Non, merci. Alors que si on trouve des solutions comme Family Auto en parler, ça peut avancer un petit peu et permettre de continuer la croissance économique. Moi, quand je pensais à la décroissance, je ne pensais pas tellement à la décroissance économique, je pensais vraiment à la décroissance des besoins. Parce que là où je trouve qu'il y a une certaine malhonnêteté intellectuelle, c'est de dire la sobriété, etc., faire attention, ok, mais ça reste un changement marginal. Alors que l'on sait bien que pour changer les choses, ce n'est pas un changement marginal qu'il faut, c'est un changement de paradigme total. Oui, bien sûr. Plus du tout vivre comme on vivait hier. Et je pense que c'est important de le dire. Clairement. Bah, je suis d'accord avec vous, hein, mais effectivement, on n'utilise pas le terme. Mais en lisant entre les lignes, c'est quand même ce que j'exprime. Oui, bah, vous parlez de changement de paradigme. Voilà. Il faut sortir du modèle de. Alors non, pas croissance verte, parce que croissance verte, c'est pour le coup, on est vraiment dans le schéma du haut là. Hein. La croissance verte, c'est la technologie pour réparer l'empreinte environnementale, mais on ne change rien au modèle dominant. Alors qu'effectivement, l'idée, c'est d'aller vers une soutenabilité forte, où là, on remet en cause ce modèle dominant basé sur la croissance et la production de masse, c'est évident. Et l'enjeu, il est là. Tu dis que c'est marginal, mais c'est marginal aujourd'hui. L'idée, c'est que ça ne le soit plus demain. Et on travaille dans ce sens-là quand même. C'est que demain, il fera 57 degrés à Strasbourg pour les balades intellectuelles. On n'a pas le temps de. Enfin, il faut que ce soit. C'est l'effort maintenant. On est d'accord. Vous ne parlez pas de timing en fait. Je dis timing, c'est. On a combien de temps? On ne sait pas. Enfin, l'histoire des 3 ans, qui est une interprétation, mais en fait, par rapport à ce que vous proposez, qui est peut-être un modèle intéressant et qui fera bouger les lignes,
l'inertie du système, qu'il soit économique, social, politique, fait que c'est quelle échéance en fait. Si vous voyez mettre ça en place, vous proposez un nouveau modèle, vous le proposez sur quel timing, sur quelle échéance, comment vous voyez. Alors, ce modèle, il se met en place. En fait, c'est pas quelque chose hors sol. C'est déjà. Non, mais je veux dire, c'est déjà. Enfin, et on va en avoir un exemple là, mais il y a aujourd'hui pas mal d'entreprises qui s'orientent dans cette stratégie-là, avec plus ou moins de profondeur, on va dire, plus ou moins sur la pointe des pieds, mais je pense que le système, il est en transition. Alors après, quel temps ça va prendre pour que la transition se fasse complètement, ça, je ne sais pas, et je pense que personne ne peut le dire. Par contre, ce qui est sûr, c'est que on observe quand même une forme d'accélération dans les transitions, parce que et je pense que plus on va avoir de beaux exemples d'entreprises qui innovent, qui changent de modèle, qui continuent à faire du profit, mais autrement, et au service de l'environnement et non plus comme un objectif en soi, etc., plus on va avoir cette exemplarité qui va essaimer, en fait, et plus les entreprises vont se mettre à raisonner comme ça. Est-ce que tu as des notions d'échéance quand même? Non. Je ne m'y aventurerai surtout pas. Tu ne t'aventures pas sur les 3 ans, sur les 5 ans Pas du tout. Ce qui est sûr, c'est qu'à mon avis, plus on va se prendre de crise, ça fait changer les choses. On le voit avec le Covid, la guerre en Ukraine, ça fait changer les choses. Et encore que je dis ça, mais au début de la crise du Covid, on a tous rêvé d'un après-Covid. Et puis il y a un après. Il n'est peut-être pas aussi fort qu'espéré par certains, mais il y a quand même un après. Dans les envies et les enjeux des entreprises, il y a des entreprises qui bougent. Et on a vu des gros groupes. La consommation bio, par exemple, la consommation locale et en chute. Oui, mais à côté de ça, on voit de plus en plus d'entreprises qui s'intéressent aux enjeux RSE, parce qu'ils sont contraints aussi au niveau économique. Mais il y a des choses qui bougent à ce niveau-là. Donc, il faut prendre aussi ce qui bouge et à la limite prendre la vague là où elle est et puis agir dans ce sens-là pour l'amplifier. Je pense qu'il vaut mieux aller dans ce sens, c'est mon avis, il vaut mieux aller dans ce sens-là plutôt que de vouloir stopper net et dire non, tout le monde change du jour au lendemain parce qu'on sait qu'on n'y arrive pas. Voilà. Il y a deux choses qui avancent en même temps, je pense. C'est d'un côté, il y a des entreprises qui vont apporter des nouveautés, des nouvelles possibilités. D'un autre, on a un législateur qui ne peut pas dire avant qu'il y ait une autre solution, on arrête tout, on fait quoi. Donc, les deux s'attendent un peu, puis une fois que les deux sont en face, ça y va de plus belle. Et là, on voit, on en parlera un peu plus en détail tout à l'heure, on a l'Union européenne qui a mis en place une taxe très très forte sur les industriels qui produisent des déchets plastiques. C'est pour ça qu'on est là en soi. C'est une chose qu'ils ont mis en place il y a 2 ans. Aujourd'hui, les entreprises françaises ne payent pas ces taxes puisque l'État le prend en charge pendant 2 ans pour dire aux entreprises, je vous laisse le temps de regarder comment vous pouvez vous adapter, de trouver des solutions, mais je ne le paierai pas tout le temps. Donc, a priori, 2023, ça va s'arrêter, puis ça va devenir une entreprise qui va payer cette taxe. Donc, c'est aussi par la législation que ça va passer. Mais la législation, elle ne peut pas arriver avant qu'on ait des solutions à proposer en face. Mais il ne faut pas qu'elle attende que tout le monde ait déjà appliqué les solutions. Il faut que la législation elle arrive une fois qu'il y a des solutions et que contraindre d'autres entreprises une fois qu'il y a des possibilités. Donc, ça prendra totalement, ça c'est difficile à savoir, mais quand tu disais qu'il y a une accélération, je pense aussi l'apercevoir à un moment. Et puis, ça ira. Puis bon, je vais vous parler un peu de ce qu'on a fait. Voilà, exactement. Moi, je suis originaire de Buxières-sur-Arc, c'est un petit village à côté de Vincennes. Et mes parents avaient une ferme, polyculture, élevage et puis un peu de mine. Donc chez nous, on savait ce que c'était que de protéger un sol pour qu'il ne tombe pas, qu'il ne descende pas de la côte au premier orage. Et puis, pour entretenir des plantes, entretenir des animaux, on savait semer, on savait faire attention aux palissades des mines, faire attention aux chevaux, aux vaches, aux cochons, aux poules. Moi, j'ai vécu comme ça. Et à l'âge de 4 ans, je mettais des plants de vigne dans les trous. Et puis, au fur et à mesure que ça avançait, je me suis trouvé à ramasser des arabes dans les mines. Et tout à l'heure, on parlait de développement bien-être. Ramasser les arabes dans les mines, le premier jeu, ça c'est au mois de novembre. Donc, les arabes, c'est quoi? C'est des fils de fer taillés, formés, pensés comme ça. C'était ça. Donc, on le mettait au mois de mai et on l'enlevait au mois de novembre. Donc, cette arabe, elle sert
à joindre deux fils qui vont être de part et d'autre du rempli pour que la vigne se mette droite, pour qu'on puisse intervenir avec les machines pour traiter, pour rogner, etc. Pour manger. Et au mois de novembre, on va ramasser cette agrafe-là, on la met dans la poche, on va la remplir pour l'utiliser à la poche. Donc quand on fait ça au mois de novembre, pendant les vacances, tout ça, le premier jour, c'est rigolo, il fait soleil, c'est bien, on marche, on prend l'air. Le deuxième jour, il pleut, c'est comme ça, au mois de novembre, il fait 2 degrés, il tombe un espèce de brouillard un peu dense, on est trempé, on est les habitués. Mais on ne peut pas mettre de gants, parce que sinon, je ne choque plus les amas. Et là, on a froid les mains. Et puis, plus on avance, plus la terre se colle à nos bottes, et plus ça devient pénible. On rentre chez soi, demain il va faire meilleur, c'est même temps. Après-demain, en plus, il y a le vent. Et il ne faut pas être intelligent pour ramasser ça. Donc là, je me suis dit, à ce moment-là, il faut que je fasse quelque chose pour qu'on ait plus ça. Parce que c'est nul comme outil. C'est fatigant. Ça, c'était en 1984-1985. Voilà. Donc, j'ai pensé à dire, les Arabes, on pourrait quand même mettre quoi. Ça va encore bien. La vigne, on ne la tient pas. Donc, je me suis dit, si on mettait des Arabes, on n'ait pas c'est efficace. Donc, pourquoi pas. Et c'est à l'époque qu'on commençait à parler des plastiques qui se cassaient. On les appelait biodégradables. Alors, biodégradables, pourquoi? Parce que ça se dégradait sous l'action d'agents climatiques, le soleil, l'eau, le chaud, le froid. Donc on a dit biodégradable. On y va comme ça, donc on commence à faire des prototypes, on fait des choses. Et puis en 1989, on crée une entreprise qui s'appelle GNP, donc c'est Gautreau Nathalie Philippe, donc c'est ma femme et moi. Donc c'est en 1989, j'avais 28 ans. Et à cette époque-là, je travaillais comme technico-commercial dans une entreprise qui distribuait des produits pour la vigne. Parce qu'il n'y a pas de place à la maison pour moi, chez mes parents, donc j'ai commencé comme ça. Voilà. Et puis Nathalie, mon épouse, faisait le commerce, qu'elle a fait pendant 15 ans pour développer. Et on a pris directement la stratégie de communication. On n'avait pas Internet. N'oubliez pas, vous ne connaissez pas votre chance d'avoir Internet. On n'avait pas Internet, donc on a dit on va commencer autour de chez nous. Et qu'est-ce qu'on va vendre? On va vendre de la facilité. Parce qu'attention, dans ce milieu-là, à cette époque-là, c'était il ne faut pas gâcher. Donc, votre agrafe en ferraille, vous allez la mettre à la cave, puis vous allez utiliser nos agrafes en plastique dégradable, et tous les ans, vous allez m'en acheter. Ah oui, mais quel est l'intérêt? Il faut en acheter tous les ans. Eh bien, tu ne vas pas aller ramasser tes agrafes. Et ramasser tes agrafes, chez nous, c'est entre 12 et 14 heures de l'hectare. C'est-à-dire une journée et demie. Ça te fera une journée et demie de chasse en plus. Il faut bien commencer avec des arguments. Et puis, on a travaillé comme ça, on a tourné un peu autour de nous. Et puis, autour du département, on est allé sur la Champagne, sur la Marne. Hein. Puis après, on a essaimé vers d'autres régions. Tant et si bien qu'arrivé en 2012, donc il y a eu plein de concurrents qui se sont mis, mais en 2012, on était déjà numéro 1 mondial. C'est-à-dire que là, on commençait à vendre des arabes à peu près partout sur la planète où il y avait des vignobles. Mais ce n'était pas les volumes d'aujourd'hui, je vous rassure. Et en 2014, on a repris l'activité du numéro 2 mondial. Parce qu'en 2012, on a les gens du CVC qui nous ont dit, mais avec ce que vous mettez comme plastique dans les vignes, on connaît la dégradation, on va avoir de la fragmentation, pas de microbilles, il n'y a pas de plastique machine comme maintenant. Et on nous disait, mais ce serait bien quand même, parce qu'on va développer un truc avec le bilan carbone de la Champagne, des exploitations du kilo de indemnités de Champagne, etc. Et ce serait bien que vous travailliez avec des matières à minima renouvelables. Si c'était biodégradable, ce serait bien. Donc là, j'ai rencontré à ce moment-là le responsable de l'entreprise qui était numéro 2, qui était du Perlet, donc on se connaissait quand même un peu. Et on a dit, voilà, qu'est-ce qu'on fait? On n'a pas les moyens, ni lui ni moi, financièrement et techniquement, de trouver des polymères, de trouver des solutions qui vont faire que ça va marcher. Donc nous, on avait déjà travaillé sur des agrafes en bois. On avait fabriqué des agrafes en bois en 1994, donc c'était du contreplaqué qu'on découpait.
mais il y en avait des problèmes de qualité, de régularité, de résistance et de dégradation, et on avait le problème d'école. Parce qu'à chaque fois que vous avez un agglomérat de bois, vous avez un lion, quel qu'il soit. Et puis un jour, j'ai dit à mon fournisseur de bois, moi, ce que je voudrais, c'est que tu me fasses un produit avec des cols alimentaires. Parce qu'on a des arafes qui vont dans des vignes où on travaille à la machine à manger. Donc, il y a des arafes qui partent dans la vendange et qui vont aller en macération quelquefois. Donc, il faut que l'école, on n'a pas de problème avec l'école. Le gars m'a dit, vu ce que tu veux, donc comme volume, moi je vais être une journée de production, donc une demi-journée pour nettoyer la machine avant et une demi-journée pour nettoyer la machine après. Donc, on double les prix. Là, ça passe. Donc, on a arrêté et on est reparti donc, sur des produits, donc on appelait les PLA, polylactique amide. Donc, ça, c'était des matières plastiques, éventuellement, enfin, surtout d'origine végétale. Et le problème, c'est que techniquement, ça ne marche pas dans notre métier. Parce qu'on a des résistances qu'on a mis sur la part, on a des forces. Et donc, ça finit par passer. Donc, en retrouvant l'activité de notre collègue et la nôtre, on a mis en place avec l'INRA un nouveau polymère fait à partir de maïs et de blé. À partir d'amidon de maïs, de blé et de fil. Donc, ce polymère-là, on a mis 4 ans à peu près pour le mettre au point. Et on l'a mis au point en 2015. En 2015, on a fabriqué nos premières arafes, donc qui s'appelle amidographe. Et c'est une date importante parce qu'aujourd'hui, vous voyez, on est en 2022, ça fait 7 ans. Et en 7 ans, la part de marché de ces produits-là est passée de 0 à peu près, on va boucler à 23-25% du volume de pièces vendues cette année. Pour vous situer, on est super leader dans notre métier au niveau mondial. La deuxième entreprise, elle fait à peu près moins de 10% de ce qu'on fait. Et nous, on représente la partie amidon renouvelable représente déjà 25%. Pourquoi? Parce qu'on a réussi à mettre la performance au niveau des produits. Ça, c'est clair. Si vous n'avez pas la performance technique, c'est même pas la peine. Et on a développé la performance industrielle. Parce que là, les machines, pour transformer cette matière-là, c'est plus les mêmes que ce qu'on avait d'habitude. Donc, il faut travailler différemment. On travaille avec moins d'énergie. On fait chauffer moins. On travaille avec des temps de cycle plus courts. Donc, pour vous, ça ne vous palpez pas ça. Par contre, moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'on parle de plusieurs dizaines de milliers d'euros par an, centaines de milliers d'euros par an, d'économie d'énergie, d'économie de temps de travail. Voilà. Et là, on est tout à fait dans le discours qu'on vient d'entendre. Voilà. De sobriété. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on a fait? On a aussi évolué, dans un deuxième temps, on a évolué aussi sur les conditionnements. Le conditionnement de nos agrafes qui étaient en maïs, qui sont en plastique dégradable, fragmentable, c'était des sacs de plastique dans des cartons sur lesquels il y avait du scotch et une étiquette. 4 matériaux à traiter, par cycle. On a mis un carton, on a mis un seau en plastique qui est en process alimentaire, puisque n'oublions pas que nos produits vont se retrouver dans la vendange, donc il ne faut pas que ce soit pollué. Et ces seaux-là ont une durée de vie, que même le viticulteur il peut s'en servir après pour faire ce qu'il veut, pour aller à la pêche, je ne sais pas quoi, pour ramasser ses fraises, comme on veut. Et ce seau-là, il va partir par le déchet, par la déchetterie. Vous allez l'emmener à la déchetterie, soit avec votre système de tri des bouteilles plastiques, soit en déchetterie, ça part. Et ça, c'est récupéré par donc, la filière qu'on appelle l'éco-flux, c'est européen, c'est ça qui est intéressant, c'est récupéré et avec ce produit-là, ils font des seaux à peinture. Et ça, c'est quelque chose qui fonctionne. Voilà. Et ces seaux à peinture-là sont encore recyclables. Dans le cas et ça, c'est très important, c'est un impact d'échec qui est important. Ensuite, donc, on a fait, en parallèle du développement de ces arafes en amidon, j'avais toujours, je suis vigneron dans l'âme un peu, si vous voulez, et je voyais la dégradation de la qualité des tuteurs et des piquets sur une génération, parce que je pense une génération. Et j'ai vu les différences qu'il y avait. On avait des tuteurs en bois, des piquets en bois, on avait différentes essences, et les traitements, donc on avait des bois durs,
locaux, donc je pense à l'acacia. On avait des bois d'acacia. Moi, l'hiver, avec mon grand-père, j'allais couper des acacias, on faisait des piquets. On fabriquait nous-mêmes nos piquets. Aujourd'hui, on n'a plus d'acacia. Donc, on peut plus fabriquer des piquets. On a tout coupé et on n'a pas replanté. Et ouais. Donc maintenant, on achète des piquets qui viennent en bois, des acacias qui viennent de Hongrie ou de Roumanie. Bonjour le bilan carbone. C'est mauvais. Et en plus, les produits arrivent, ils sont hétérogènes en termes dans une botte de piquets, vous n'avez pas 100% des piquets qui sont faits pareil. Donc, vous avez des piquets des plus gros, des moins gros, etc. Et donc, je voyais l'augmentation aussi, par ailleurs, je voyais l'augmentation des déchets humains. Oui, parce que quand on achète une brique de lait, et ben, derrière, on va recycler, on va réutiliser la cellulose. C'est bien, c'est 75% du produit, mais il y a 25% du produit, c'est du plastique et de l'aluminium. Et on en fait quoi? Ça, on ne sait pas le retraiter. Donc, on le met en décharge ou en incinération. Et là, vous avez des gens qui sont champions pour faire ça. Là, ça marche. Hein. Donc, c'est les matières qu'on envoyait jusqu'à il n'y a pas longtemps à l'autre bout du monde. Pas forcément. Ça se manipule aussi en France, en décharge en France, en incinérateur en France. Ça pouvait partir aussi en Asie et ça faisait une matière première pour eux, pour faire de certains produits, et qui ne sont pas des produits de qualité qu'on a habitués chez nous. Voilà. Et donc, j'ai commencé à travailler avec une entreprise en 2007, pardon, où on travaillait ces matières-là et on les transformait pour faire, moi je voulais faire des piquets à huile, on voulait faire des cutters, on voulait faire des piquets à huile. Et on s'est trouvé confronté à un problème technologique. On n'arrivait pas à avoir des produits avec une densité assez forte. C'est-à-dire qu'avec les process de fabrication qu'on avait, on arrivait en gros à des produits qui étaient à 800-850 grammes au litre. Donc concrètement, il se passait quoi? Vous mettiez votre piquet dans la ville et il subissait les affres des intempéries, donc la pluie, le gel, et il cassait. C'était évité, il cassait. Donc la durée de vie, ça commençait, la durée de vie, elle était un peu courte. Voilà. Et puis, bon, dernièrement, depuis 2 ans, 3 ans, on a rencontré un industriel qui était capable de nous fabriquer une machine qui nous transforme ces matières, donc ces métalloplastiques, pour en faire un produit qui va avoir une densité de l'ordre de 1. Donc, d'un seul coup, vous n'avez plus du tout la même porosité, vous n'avez plus du tout les mêmes résistances, la même rigidité, les mêmes résistances et la même rigidité. Donc, on est arrivé avec quelque chose de complètement différent. Et là, on a dit aussi, on ne va pas faire comme les producteurs de bois, de métal, de plastique, quels sont les produits concurrents. Regardons quels sont les produits concurrents. Eh bien, vous avez des piquets, des cutters, des piquets qui sont en métal. Vous imaginez déjà le coût énergétique pour fabriquer, pour extraire le minerai, le transformer, faire les tirer, etc. et le profit. Ça, c'est plus cher. Et ça ne vient pas d'ici. Vous aviez les tuteurs, par exemple, sur le marché des tuteurs, on avait les tuteurs en bambou ou les tuteurs en fibre de verre, qu'on appelait composite, fibre de verre polypropylène. Ça, c'est une grosse fabrication chinoise. Bon, quand même. Et le bambou, il y a un problème, c'est qu'il ramène des parasites aussi. Ça, c'est pas trop top. Et puis après, il y avait les tuteurs bois qu'on produisait chez nous, mais qu'on ne produit plus parce qu'on n'a plus de bois, et qui viennent maintenant de Hongrie ou de Roumanie. Donc, on a dit, on va essayer avec nos tuteurs comme ça, et on a fait la première chose, on a fait analyser la durée de vie. L'indice de cycle de fin. Et là, on s'est aperçu qu'on avait le produit qui a le meilleur bilan carbone. Pourquoi? Parce qu'on a dit, on le fabrique là, mais on ne va pas faire une méga usine. La stratégie, c'est de dire, on va faire des petites unités qui vont faire 1000-1500 tonnes de transformation, pas plus. Mais ces 1000-1500 tonnes, on est capable de les utiliser localement. Donc le déchet, on l'a localement. Ce type de déchets, on en a un peu partout. C'est à peu près 10 millions de tonnes en France à l'année, quand même. Est-ce que tu as un exemple concret de déchets qui peuvent être utilisés et comment on va les récupérer? Par exemple, un déchet quand on fabrique des tubes de dentifrice, des tubes de cosmétiques, vous avez plusieurs plastiques et dedans, vous avez une membrane d'aluminium. Ce déchet-là, aujourd'hui, on ne sait pas le transformer. On a dit ça tout à l'heure, et pas que vous l'avez confirmé lors d'occasion. Quand on a des plastiques mélangés,
on ne peut pas les recycler, c'est très difficile. Quand on a une seule matière plastique, comme sur l'osso, dont je parlais tout à l'heure sur l'osso d'ailleurs, c'est une seule matière, donc ça, on sait recycler. Dès qu'ils sont mélangés, qu'il y en a plusieurs, c'est compliqué. Et alors, si on rajoute de l'alu, là, voilà. C'est pour ça que ces volumes-là sont incinérés. Et bon, vous avez des tubes dentifrice, des tubes de cosmétiques, mais vous avez aussi des emballages de chips, vous avez les emballages de viande dans lesquels vous avez du métal, partie métallique, ça c'est ce qu'on appelle du plastique métal. Et puis il y en a, si vous regardez, voilà, il y en a plein. Et ces produits-là sont souvent à usage unique. Bien sûr que c'est pas, si vous prenez un paquet de chips, ah oui, vous l'ouvrez, vous allez manger cette tube, un tube dentifrice, ça va mettre un petit peu de temps, donc vous l'ayez usé. Bon. Mais le gars qui vous fabrique les tubes de dentifrice, lui, il a du déchet. Parce que quand il va couper ses tubes, en fait, quand il fabrique les tubes, il fait un tube, il fait le cône et l'opercule et le couvercle. Tout est assemblé. Et le tube, là, il est ouvert. Les gens comme Colgate ou d'autres prennent le tube, mettent leurs pattes et le ferment. Ça fait exactement pareil avec les cosmétiques. Et le gars qui fabrique les tubes, là, des fois, il y a des erreurs de couleur. Des fois, il y a de la chute parce que pour les réglages de machine, c'est comme je veux dire, etc. Et ben, on en a un dans la région, lui, qui fait 2500 tonnes de déchets à l'année. Et c'est ce dont tu parlais tout à l'heure, Basile, sur ces fameux déchets qui sont taxés maintenant, mais c'est l'État français qui prend en charge cette taxe. Il faut préciser, il y a deux types de déchets. Il y a les postes industriels, ceux dont on vient de parler, et il y a les postes consommation. Aujourd'hui, on travaille sur les déchets post-industriels, mais la technologie qu'on est en train de développer est amenée dans un futur plutôt proche à traiter aussi les déchets post-consommation. Parce qu'on a quand même une filière globale en France où on a du tri de déchets qui se développe de façon importante et qui est efficace. Alors, je peux vous en parler, comment ça peut donner. Moi, j'ai vu l'évolution. On mettait tout dans la même poubelle et puis des fois même on y mettait le feu. Et puis maintenant, on voit dans les déchetteries, vous avez des cases différentes. Et vous avez des entreprises qui prennent ce qu'il y a dans certaines cases et qui vont encore vous les trier. Donc, ça fonctionne. Ça, c'est des choses qui fonctionnent. Demain, pourquoi pas, vous aurez vos plastiques, métalloplastiques, un sac chez vous pour le mettre dedans. Et ça partira, ce sera enlevé ou vous irez déposer ça quelque part. Hein, et ça, on pourra le réutiliser pour faire des produits comme ça. L'idée, c'est qu'on est vraiment en complète économie circulaire, voilà. Que chaque déchet devienne une nouvelle ressource. Mais chez nous, on appelle ça un peu du local au cube. C'est-à-dire, j'ai pas saisi beaucoup. Vous piquez, vous les faites avec des déchets issus de quel produit exactement? Ça, on le fait. On va mettre des matières, des déchets. Une usine de 2500 tonnes par an, c'est quelle usine? C'est l'usine qui fabrique des tubes de dentifrice qui est à Saint-Menehould. Ouais. Et donc ça, c'est les déchets industriels, c'est-à-dire que les chutes et les non-conformes, ça fait 2500 tonnes par an. C'est ce que vous utilisez actuellement? C'est ce que nous utilise actuellement. C'est un des exemples parce qu'il n'y a pas que ça, il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent dans la machine et surtout beaucoup de choses qu'on ne sait pas recycler actuellement. Tous les mélanges de plastique, on passe, je vais dire un chiffre à peu près, 75% des matières plastiques, 80% des matières plastiques existantes dans le monde, on sait les passer dans le machine. Donc on ne va pas se concentrer sur celles qui sont déjà recyclées, puisque les grands recycleurs le font déjà très bien. Mais par contre, une fois qu'il y a des mélanges, ça nous intéresse, puisque ça n'intéresse personne d'autre. Alors si ça intéresse ceux qui enfouissent, ils sont payés pour enfouir, mais enfin, ce n'est pas une solution soutenable. Donc, mais ça, vous vendez déjà, ça? Oui, depuis un an. C'est vraiment un nouveau produit. Alors, oui, alors ça, c'est Basile qui vous en parle. C'est commercial, donc mais par exemple, ce qu'on a mis là-dedans, qu'on a testé avec, on en a qui sont fabriqués avec ça, en matériaux de base, c'est par exemple, on a un fabricant à Épernay qui fabrique des coiffes de champagne et des coiffes de bouteilles de vin tranquille, de vin rouge, de vin blanc. Et ben, on peut prendre une partie des produits et les mettre dedans. On a testé aussi des produits type fibre végétale ou fibre de verre ou fibre de textile. Hein, parce que vous savez qu'on est à 3. À 3, il y a du textile encore. Et ils ont des sous-produits. Alors, maintenant, on va changer un peu de langage. C'est que ce qui, pour eux, est des déchets, pour eux, va devenir un nouveau produit, une nouvelle matière première. Pourquoi? Parce que ce qu'on va faire, c'est que, comme je vous ai dit, on ne veut pas faire des grosses machines et faire un gros centre de tri qui va être dans le nord de la France pour faire revenir des déchets de Marseille. Voilà. On va faire des petites machines et on va les mettre chez les gens qui produisent le déchet.
Et avec ces machines-là, on va leur mettre dedans des moules pour sortir certains produits. Et on s'engagera contractuellement avec eux pour dire, ben, votre déchet, votre déchet, vous le moulez et on vous le reprend à un prix défini. Et nous, ça va nous servir à faire des tuteurs, des piquets, des bancs publics, des palissades, tout ce qu'on peut imaginer. On est vraiment sur des trucs, on est sur un marché qui est énorme où les produits sont vraiment utilisés de façon, je veux dire, péjorative. C'est-à-dire, on n'en tient pas compte. Quand vous voyez un plan de piquetage d'une maison, d'un immeuble, vous regardez, ils ont mis partout des petits piquets en bois. Vous savez ce qu'ils en font après? Ils les brûlent. Vous savez ce que c'était, ces piquets-là? C'était des arbres. On a quelle durée de vie pour ces piquets? Alors, ces tuteurs-là, on les garantit 10 ans contre le gel et contre la dégradation par les UV. On tient largement. Aujourd'hui, on ne peut pas garantir plus. Mais on a fait des tests en cabine de vieillissement, on est à 40 ans. C'est pratiquement indestructible. Par contre, on est en train d'organiser, comme on travaille avec des distributeurs, ce n'est pas nous qui allons vendre ces produits-là aux viticulteurs, on travaille par un réseau de distributeurs. Mais ce réseau de distributeurs-là est apte à collecter les produits une fois qu'ils sont en fin de vie. Donc, c'est-à-dire le viticulteur, il n'en a plus besoin parce que, truc tout bête, ces vignes qui étaient en 1 mètre en Champagne, d'un seul coup, on lui dit, ton appellation, on peut les faire en 3 mètres de large. Donc, ça veut dire que ce n'est plus des tuteurs de 80 cm qu'il te faut, c'est des tuteurs d'1 mètre 20. Mais 5000 tuteurs en 80, j'en fais quoi? Et tu les ramènes chez ton distributeur, on te donne un sou, tu vas racheter des 1 mètre 20, et puis avec cela, on les broie, on les repasse dans la machine, on va faire des 1 mètre 20. Et quand on va broyer, on va avoir à peu près un taux de perte qui va être entre 1 et 2%. Et on va travailler à environ maximum 300 degrés. Si vous êtes avec du verre, vous êtes à 1200 degrés. 1300 degrés. Si vous êtes avec du métal, vous êtes dans les mêmes. Vous voyez, ça c'est... Je crois qu'on est un petit peu dans la mouvance. Quand même. Et en termes d'usage et de répondre à des besoins différemment, on a choisi, c'était un peu préparé quand même. Ah, c'est pas ça. Non, pas du tout, on s'est croisés devant. Voilà. Et puis pour une fois, je ne pose quasiment pas de questions, faites le job tout seul, c'est bien. Mais l'idée, c'est ça, c'est qu'on améliore aussi le service existant. C'est-à-dire que les piquets en métal, ils ne duraient pas très longtemps parce qu'ils pouvaient rouiller aussi. Faites passer. Par contre, c'est plus cher à produire que le bois, ça, non? Non. Alors, Alors, combien il coûte par rapport aux produits initiaux? Ça, c'est Basile qui va vous en parler. Mais il va vous parler de tout ça, parce que c'est très intéressant. On a du temps. J'ai plus qu'une chose à vous dire à propos de ce produit-là. Vous savez quel est le truc auquel sont le plus sensibles les gens qui l'achètent aujourd'hui? Je ne dirai jamais. C'est uniquement parce qu'il est moins accidentogène que tout ce qui se fait. Vous ne mettez pas d'écharpe dans les doigts, vous ne vous blessez pas, vous ne passez pas ça, vous ne percez pas de tracteur avec ça. On ne s'empale pas. Voilà, vous ne vous blessez pas. Bien sûr, c'est des arguments qui, je ne pensais pas que c'était les plus gros arguments. Moi, je pensais que les plus gros arguments, c'était justement ce fait de prendre du plastique qu'on ne sait pas quoi faire avec, qu'on détruit, et le réutiliser, et qui sont encore réutilisables. Je ne savais pas. Oui, mais il peut y avoir une incidence de coût, c'est-à-dire que, OK, la solution est vertueuse, mais si elle coûte 3 fois plus cher, là je dis un chiffre à ça, mais si elle coûte plus cher que la solution initiale, comment on convainc ces vignerons d'acheter cette solution-là? Donc là, on a un élément de réponse, mais comment le changement se fait auprès des vignerons? Et puis on peut avoir la même question auprès des agrafes. Juste une petite question technique avant de passer sur le coup. Combien de fois vous pouvez rebroyer et refondre un piquet pour en refaire un? On va essayer 7 fois. Et à la 7e fois, on avait les mêmes caractéristiques de déformation et de résistance que la première. Donc, on s'est arrêté à 7, donc c'est déjà pas mal. Sachant que le produit va avoir une durée de vie de 30 ans, on estime 30, 40 ans. On recycle au bout de la 7e fois, il est encore pareil. On est là, ouais, c'est théoriquement presque infini. Alors, il y a une question aussi. Rapidement, par rapport à la vigne, notamment, il y a quand même beaucoup de métal dans les vignes, entre les piquets et les fils. Donc déjà, est-ce que peut-être que vous y réfléchissez déjà, mais sur le fil, justement, il y a une piste à explorer par rapport à ça, c'est plus une remarque, une question.
Et par rapport à votre piquet, du coup, est-ce que vous avez un moule qui permet d'avoir des crochets pour accrocher les fils pour les fils? Non. Alors, on a des solutions. Oui, on a des solutions. Et non, on n'a pas de moule pour faire ça. Parce que c'est de l'extrusion. C'est frappant, quand on regarde des hectares de mine, on dit que le métal qu'il y a là-dedans, c'est assez impressionnant. Oui. Bon, sur les porte-fils, c'est un grade très bas, c'est un point très sensible du palissage de la vitre. Avec ces matériaux-là, on ne peut pas faire de porte-fils. Par contre, on peut percer les piquets en usine et on a des porte-fils qui s'adaptent dessus, qui sont toujours en matière plastique, mais là, recyclable, c'est en polyamide. Et là, on n'a pas d'usure des fils et c'est extrêmement facile à mettre. Et c'est extrêmement facile à retirer, vous n'avez pas besoin d'outils. Et vous le mettez aux hauteurs que vous voulez. Pourquoi on a des linguettes partout le long des piquets, au filet? Parce que ça a été un argument de vente d'industriels qui ne sont pas du tout au contact du bingham, qui ont des machines pour faire un format. Il y a un gars qui leur dit, mais donc des linguettes tous les 7 cm, il a mis tous les 7 cm. On lui aura dit 10, il mettait 10, on lui aura dit 15, il mettait 15. Il ne sait pas pourquoi. Nous, on dit, dans ton piquet, on fait des trous, et tu mettras les linguettes où tu veux. Par contre, pour la question concernant le fil, avec ces matériaux-là, valeur aujourd'hui, non. On ne peut pas. Techniquement, c'est pas possible. On ne tient pas, on résiste pas au contrat. Il y a des gens qui travaillent dessus. Il y a 2 boîtes qui font des fils, la Deltex et une autre, dont j'ai oublié le nom, qui font des fils plastiques. Alors, qui ont certains avantages et aussi des inconvénients. C'est pas encore. C'est pas un gros pourcentage de ce qu'on trouve dans les médias, surtout du fil de fer. Et pourquoi on ne peut pas avoir ce système de fixation de fil sur le piquet? Parce que c'est un procédé spécifique. Le principe de fabrication, si vous voulez, c'est qu'on commence par une extrusion en début de machine. Ensuite, sortie de l'extrusion, ça remplit dans un réservoir qui ensuite ramène dans un moule type injection. Pour l'instant, les premiers moules qu'on a fait sont donc la matière rentre ici, elle remplit l'intérieur du moule. Et ici, vous avez un éjecteur donc, en forme de pointe, parce qu'on a besoin d'une pointe, donc il pourrait être un peu plus fort. Une fois que c'est fini, que c'est refroidi, l'éjecteur va pousser, il va le sortir. Donc si on a des excroissances de part et d'autre, ça va devenir compliqué. Après, pourquoi pas avec une autre forme de moule? En fait, on est au tout début de cette technologie. C'est ça qui est assez dingue, c'est qu'il y a encore énormément de développement. Même déjà, c'est assez difficile difficilement, mais pour répondre à la question tout à l'heure sur les matières utilisées, pour l'instant, c'est les fabricants de dentifrice et cosmétiques. Pour l'instant, on n'a qu'une seule machine, elle fait 2000 tonnes par an de recyclage, et lui, il a 2000 tonnes par an de déchets. Donc pour l'instant, dans l'idée, on n'a pas besoin de quelqu'un d'autre pour nous fournir du déchet. Mais dans l'optique de développer à grande échelle cette technologie à l'avenir, on essaye, on fait des tests et des prototypes avec différentes matières. Donc c'est pour ça que je peux vous dire que 80% des matières plastiques, elles passent et elles font le job, parce qu'on a fait des essais. Aujourd'hui, on se fournit que chez un ou 2 fournisseurs pour le moment. Et l'objectif, à terme, c'est de se développer, comme vous l'avez dit, pour la différence. Vider les décharges, les centres d'enfouissement et les centres d'incinération. Alors, vider pas complètement, parce qu'il y a des choses qui sont à repasser. Tout ce qu'on peut passer, déjà, ça limite. Et plus on va pouvoir toucher de matières différentes, plus on va pouvoir vider ces carrières. Et pour que tout ça fonctionne, il faut quand même que vos produits trouvent preneur. Ouais. Et que les produits correspondent aux besoins des vignerons, ouais. Et qu'ils acceptent de changer par rapport à leurs produits. Alors pour ça, il y a plusieurs choses. La première, c'est qu'on vient du vignoble, donc on a aussi on se met un peu à leur place quelque part, puisqu'ils attendent du produit. On leur pose des questions, on établit des charges, tout ça, ça fait partie de notre job. Pour justement arriver avec un produit qui techniquement va les satisfaire. Donc, ils demandent quoi sur un tuteur? Ils demandent de la rigidité, parce qu'ils vont passer des désherbages mécaniques, parce qu'on limite le désherbage chimique pour le genre de raison qu'on a évoqué avant. Donc, ça veut dire qu'il faut passer le désherbage mécanique. Donc, c'est des lames qui viennent et on a un détecteur devant. Et dès qu'il y a un tuteur ou un piquet, ça déclenche la lame. Si le tuteur il est trop fragile ou trop souple, le détecteur ne détecte pas et donc la catastrophe ou un plan. Donc, c'est la rigidité vraiment qui est important. C'est pour ça qu'au début, on n'arrivait pas à avoir la rigidité. C'était impossible de les vendre. Il faut les montrer, dire, regardez, c'était impossible. Alors après, il y a tout un tas d'autres arguments dont tu en as soulevé la plupart. L'aspect réaliste par des chars,
on ne peut pas s'empaler dessus de par la forme, c'est pas comme les fers à béton qui sont beaucoup utilisés en vignoble, mais ils font 1000 mm et c'est des fers à béton, si tu tombes dessus, t'es mort. Donc il y a ces là, il faut qu'ils s'enfoncent bien, donc on a fait une belle pointe à 4 pans avec 2 langues pour que ça s'enfonce bien. Enfin, il y a tout un tas de paramètres comme ça qui sont vachement importants pour les viticulteurs, où ça on a saisi les. Après, il y a autre chose, et là on en arrive au prix, c'est que si le truc il est trop cher par rapport à ce que le viticulteur est prêt à accepter, ça ne va pas. Et là, il y a plusieurs choses à bien comprendre. La première, on va ignorer tout ce qui s'est passé ces 2 dernières années. On va se remettre dans le contexte de 2019, admettons. On est 2 fois le prix du bois et du métal, qui sont à peu près kiff-kiff. 2 fois le prix, c'est pas rien, il faut arriver à. Mais par contre, on met une garantie de 10 ans, on sait que ça va durer plus. Alors on le dit, mais le gars qui l'achète, il achète sur la garantie, pas sur ce qu'on dit. Déjà 10 ans, sur un tuteur en bois, au bout de 3 ans, les tuteurs, on peut les enlever puisque les plants se sont assez développés pour être assez résistants pour déclencher l'intercept. Donc il n'a plus besoin de tuteur. En plus, au bout de 3 ans, il est fortifié, il a plus ses droits, c'est bon. On peut enlever les tuteurs. Donc on enlève les tuteurs. Si c'est des tuteurs en bois, ils sont pourris, tout simplement. Ils sont pourris. Donc, ils sont pourris, on ne va pas les réutiliser sur une autre plantation. On va les mettre au feu dans le prochain bois de taille. Donc, si on veut faire 10 ans, il faut les acheter 3 fois. Mais moi, je suis seulement 2 fois plus cher. Vous avez fait le calcul dans vos têtes, vous avez fait. Avec le métal, c'est un tout petit peu différent, mais pas tant que ça. C'est-à-dire que quand on va les enlever, ils vont être attaqués, pas aussi pourris que les bois. On peut les réutiliser une 2e fois. Par contre, ils peuvent être tordus. Et quand le vigneron il va les ranger, parce qu'il ne va pas les enlever puis replanter le lendemain, il va les ranger dans son hangar. Si jamais il les laisse dehors, il fait l'humidité, puis ils roulent entre eux, ça fait des rangs de foin, il y en a qui se viennent, puis ils sont fumés, là tu peux y aller. Donc, le fait est qu'il ne les réutilise pas 3 fois. Voilà. Il ne les réutilise pas 3 fois. Donc, en termes de prix, on est plus cher, mais sur la durée de vie, et là ça revient encore à ce qu'on disait tout à l'heure, si on allonge les durées de vie, il faut repenser le calcul financier le prix d'achat, etc. On le remettre en place. Après, il y a là, en 2022, donc depuis 2020, on a eu le Covid qui s'est pointé et il a eu plusieurs effets, donc notamment le prix du container de Chine a fait x8, un truc comme ça. Donc, les fibres de verre et les bambous qui venaient de Chine, ils étaient à des prix très attractifs, ils sont beaucoup moins attractifs. Alors, ils sont encore en dessous de ça, mais beaucoup moins. L'écart s'est vraiment resserré. Les tuteurs en bois, l'acacia, il sert à tout le monde de l'acacia et tout le monde met le prix, et les résultats, les prix flambent. Et c'est pareil avec le métal. On se retrouve aujourd'hui avec les tuteurs acacia et métal qui sont chez certains distributeurs en même prix que ça, à l'achat distributeur. Donc, vente aussi, c'est pareil. Puisqu'ils prennent les mêmes taux de marge, a priori. Sur les bois et les métaux, donc parfois, mais parfois un petit peu moins. On achète un petit peu moins. Mais au lieu d'être à 80, là on est à 84 centimes du mètre. Voilà, ça c'est proportionnel à la longueur. Sur les autres, c'est proportionnel aussi à la longueur. Et eux, ils sont aujourd'hui 70, 65, 70, 75 centimes du mètre. Donc là, on n'est plus à 2 fois le prix, on est à 1,2 fois le prix. Mais pourtant, on dure toujours 3 fois plus longtemps. Donc en fait, en prix, on est super bien placé. Maintenant, vous êtes bien placé. Ouais. Et alors, du coup, ça fait 1 an que vous avez lancé le produit. Oui. Vous avez même eu un super prix il n'y a pas longtemps, le Cival d'Or au Salon des productions végétales d'Angers, qui est une belle reconnaissance dans le métier. Bravo. Mais du coup, quel accueil il y a eu ensuite auprès de vos usagers finaux qui ne sont pas vos clients directs? Là, il y a deux façons de voir, ça dépend lesquelles. Il y a déjà il y a plusieurs types de vignerons, ça dépend des fois des générations, des âges, etc., mais pas que. Il y a des vignerons qui sont super dans l'innovation, ils veulent tout tester dès que ça sort, peu importe ce que c'est. Voilà. Donc ceux-là, ils essayent. Bon, on fait un essai, il n'achète pas un volume conséquent, il achète quelques-uns, une centaine, il fait son essai. Il y a ceux qui sont très concernés par les enjeux environnementaux, et il y en a de plus en plus.
Voilà. Il y en avait déjà dans les années 90-2000. Il y en avait déjà. Mais ils étaient marginaux. Aujourd'hui, c'est de plus en plus, ça nous constate pour plusieurs raisons et on constate dans différents contextes. En salon, quand on va avoir des distributeurs qui nous parlent de leur client, quand on voit les efforts qu'ils déploient pour vendre leurs bouteilles sur la base de oui, mais moi je travaille proprement, monsieur. Il y a tout ça qui font qu'on peut constater que c'est de plus en plus. Donc cela, évidemment, quand on sort ça, quand on a sorti la bibliographe, c'était aussi les premiers à les tester, à les essayer. Voilà. Et après, c'est normal qu'ils soient méfiants parce que si vous mettez des agrafes et puis qu'elles claquent toutes au bout d'un mois, vous avez tout votre palissage à refaire. Donc, il faut réappeler 15 gars pour qu'ils viennent dans les vides. Ça vous coûte des milliers d'euros. Donc, il ne faut pas non plus se jeter dedans sans ce que je peux comprendre. Alors, on est sur des produits qui s'utilisent une seule fois par an. Donc, le gars, il va faire un essai. Si vraiment il va en acheter, ça va prendre un an minimum. Et après, il y a encore une autre catégorie de viticulteurs, c'est ceux qui sont plutôt observateurs de ce qui se passe chez les autres. Mais une fois qu'ils voient que chez les autres ça va bien, ils y vont. Et après, il y a les derniers de la file, moi, mon grand-père, mon arrière-grand-père et son grand-père avant lui mettaient des tuteurs en bois, je ne changerai jamais dessus. Okay. Après, nous, ce qu'on voit en général, de manière générale là-dessus, c'est qu'il y a des. Ce que je viens de dire, il y a des gens qui font un peu tout, mais on voit aussi que c'est par région. C'est-à-dire qu'il y a des régions où on en a vendu des camions et il y a des régions où on en a vendu une palette. Donc, la région la plus. Ouais, bien sûr, la région la plus consommatrice dès la première année, c'est Cognac. Alors, il y a quand même une principale raison, c'est que c'est une région, la région en France qui plante le plus en ce moment. Enfin, il y a des droits de plantation qui sont donnés par période, selon les vignobles, selon les ventes, selon plein de paramètres. En ce moment, Cognac, pendant 3 ans, il plante 10 000 hectares, c'est pas rien. Donc, ils cherchent des tuteurs, Et on a fait des essais avec la machine à planter. Et il se trouve que ça passe très bien à la machine à planter. Donc, comme ils plantent principalement à la machine, il fallait que ça tienne à ça. C'était si ça ne passait pas, j'en aurais vendu 0 à l'année. Donc, voilà, on revient, il y a toujours le côté technique, le côté économique, il y a tout qui s'imbrique en même temps. Et le discours est beau, ça leur fait plaisir d'entendre ça. Donc, le retour, c'est que tous les retours qu'on a eus sont. Excellent. Il y a un viticulteur à Beaune, il en a acheté 5 palettes en décembre. Il a rappelé le distributeur en février, il faut encore 5 palettes, et je veux les mêmes. Donc, c'est qu'il en est content. Sinon, il aurait été chercher des bois ou des métaux. Pour revenir sur le contexte mondial, il y a la hausse des prix, mais il y a aussi, et là, on est un peu de gros chanceux, c'est qu'il y a aussi la baisse des disponibilités. C'est-à-dire que c'est de plus en plus difficile pour des distributeurs, et donc à fortiori pour des viticulteurs, de trouver des tuteurs en acacia en 2022 et ce sera pire en 2023. Après, en tout cas, c'est parti pour. Et le métal, c'est pareil, qui vient de plus en plus valorisé. On ne trouve plus des fers à béton pour rien et puis on va les découper, ça fera bien l'affaire. C'est plus si facile que ça. Donc, on arrive dans un contexte où la concurrence monte en prix, baisse en disponibilité. Nous, on arrive avec un prix qui est stable. Pourquoi il est stable? Parce que, comme tu l'as expliqué tout à l'heure, les matières qu'on va acheter, pour l'instant, on achète de la matière. La seule machine qui tourne, elle est à nous. On achète de la matière, mais à un prix qui est négocié à l'avance. De toute façon, c'est du déchet sur lequel ils vont payer des taxes. Ils veulent bien nous le vendre, même si c'est à pas cher. Et là, on peut négocier fort, puisqu'on leur évite quand même un sacré paquet de taxes. Pour en revenir sur les taxes, ce qui est prévu par l'Europe à partir de 2020, donc qui va être appliqué en France à partir de l'année prochaine, c'est 800 € la tonne de déchets. La tonne de plastique. La tonne de déchets plastiques. Non, pas de déchets, de plastique. Après, si vous prouvez que vous recyclez, ce que vous recyclez, on vous donne 40 €. C'est pas la tonne de plastique, parce que quand tu fais ta babiole et que tu la vends, ça ne rentre pas là. C'est la tonne de déchets issus de ta production industrielle. Donc, c'est 800 € tonne pour ça. Si parce que c'est bien le déchet que tu recycles ou pas. Non, mais c'est pas ça. Quand tu le recycles, quand l'entreprise justifie qu'elle va recycler ce déchet plastique, l'État va leur donner 400 €. Si ils nous vendent la matière, nous, on sait que l'État, on peut justifier qu'on nous recycle. Donc, ils gagnent déjà 400 €. Mais là où on peut leur faire gagner encore plus, c'est que nous, on vend les tuteurs, mais on vend aussi les machines.
Donc, si l'entreprise achète une machine et qu'elle passe tous ses déchets là-dedans, en fait, il n'y a plus aucun déchet qui sort de son usine. Il sort des tuteurs que moi, je me charge de commercialiser sur le marché. Sur le marché français, hein, voilà. En plus de cette taxe-là, il ne faut quand même pas oublier que l'industriel paye ou l'enfouissement ou l'incinération. Donc là, d'un seul coup, il paye plus ça, les transports non plus, il ne paye plus. Il a plus. Bon, et il a les taxes en moins. Du coup, il se développe économiquement parlant. Voilà, et c'est ce qu'on disait au début, les contraintes économiques et les contraintes légales font aussi évoluer dans ce sens-là. Voilà. Et la machine a été conçue aussi, la machine de transformation a été conçue pour qu'elle soit menée par des ordinateurs. Elle est automatisée, il faut approvisionner, il faut sortir il faut approvisionner la matière première, il faut sortir les produits finis, et l'équipe d'ingénieurs qui suit ça au cas où il y a un problème, et puis c'est tout. Mais le quotidien, la machine, elle peut tourner entre 8 avec des gens qui sont en fin de carrière ou qui sont en insertion. Ou en insertion, parce qu'on a en ce moment qui travaillent en insertion. La machine, c'est vous qui l'a construite, qui l'a. Non, nous, on a dit, on veut que la machine elle fasse ça. Ouais, et donc, il y a des gens qui ont dit, ah ouais, nous, on sait faire. Okay. Donc, ils nous ont fait la machine. Et c'est eux qui suivent la machine. Et cette entreprise-là, c'est une entreprise qui est aussi à Saint-Denis et qui est l'entreprise qui fabriquait les machines à fabriquer les tubes de dentifrice. Et ces gens-là estiment quand même qu'il y a un tube de dentifrice sur 2 qui est fabriqué par une de leurs machines au niveau planétaire. Donc, tu touches un peu. Ce qui est marrant là-dedans, c'est que sur le volet social aussi, le projet, ensemble, nous les employeurs de tout le monde, hein, mais ces différentes entreprises, mais sur le projet, on a des ingénieurs avec des niveaux UTT++, et avec des bacs plus, je ne sais pas combien, des gars hyper qualifiés dans le développement des machines. Et le développement n'est pas fini, c'est parce qu'on a une machine que c'est bon, le R&D est fini, on duplique, et voilà. Il y a plein d'autres choses à trouver, notamment dans le faire des bits, etc. Et si on va dans l'extrême inverse, le fonctionnement de la machine est tellement simple qu'il peut être suivi, on va dire, de manière quotidienne, sauf intervention spéciale, par des gens qui sont en réinsertion. D'ailleurs, on travaille déjà avec, à Saint-Menehould, il y a une entreprise de réinsertion, donc ils prennent des gens qui ont eu des accidents, des traumatismes, des choses comme ça, qui sont plus ou moins handicapés, mais qui sont aptes à retourner au travail, qui peuvent retourner au travail, mais qui doivent être accompagnés. Et donc, on fait travailler des gens comme ça. Donc, on a un peu tout le panel de la société, Donc, c'est vertueux dans sa globalité. Très RSE. Ouais. C'est vachement RSE. J'ai un bon conseiller RSE. Qui est juste là. Après, au niveau du développement commercial de notre activité tuteur, il faut savoir qu'aujourd'hui, on a l'expérience dans le vignoble, on est super leader dans le métier de la barre. Dans le métier du tuteur ou du piquet, il n'y a pas de leader. Il n'y en a pas. Il y a des gens qui font des choses, qui font des volumes, ok, mais il n'y a pas un vrai leader. Un vrai leader, c'est un gars qui va amener l'innovation, c'est lui qui va faire les volumes, c'est lui qui va amener la technologie, qui va avoir le discours qui va bien, quoi. Aujourd'hui, on ne l'a pas. Donc l'idée de demain, c'est peut-être de devenir leader. Nous allons devenir leader sur ce marché-là, c'est sûr. C'est sûr et certain. On est trop innovant pour passer à côté. Parce que mon rêve aujourd'hui, pourquoi on a travaillé aussi l'agriculture en premier? Parce que je vais vous dire, moi, ce que je voudrais faire un piquet qu'on puisse mettre dans des vergers de pommes et qu'on lui mette dans de pommes palissées et qu'on va lui mettre à peu près entre 500 et 1000 kilos de pommes avant le récolte. Et là, si mon piquet il tient à ça, vous savez ce que je fais avec? Eh ben, au lieu de le faire avec 4 mètres hors sol, 4 mètres 50 hors sol, je le fais avec 7 mètres ou 8 mètres hors sol et puis j'accroche un lampadaire dessus. Et là, sur vos poteaux, vous n'avez plus besoin du métal qui coûte très cher à produire. Vous n'en avez plus besoin. Et là, la durée de vie du piquet, elle sera augmentée. Et donc, et ça, le truc, c'est que pourquoi on le fait en agricole? Parce que si j'ai un piquet qui tombe dans un verger, c'est pas grave, on ne tue personne. Si ça tombe, si le poteau il tombe. Mais on a déjà des poteaux, des prototypes de poteaux qui sont différents de ça, qui sont utilisés à Saint-Menehould pour le panneautage de la circulation routière.
Donc ça offre beaucoup d'avantages. Tu m'as un peu volé ma question de la fin, là, sur ton rêve ultime. Il y a quelques petits points quand même à voir. Donc, je voudrais revenir sur les agrafes. Puis après, s'il y en a qui ont des questions, bien sûr, on pourra les voir. Mais les agrafes, tout à l'heure, tu disais que c'est 20% de votre chiffre d'affaires, de vos ventes. Non, pas du chiffre d'affaires, du nombre de pièces. Ah, du nombre de pièces. Est-ce que vous avez envie d'atteindre les 100%? Est-ce que c'est faisable? Est-ce que c'est votre souhait? Alors, c'est une question intéressante parce qu'on ne souhaite pas forcément le contraire. Je préférerais que dans les lignes, on ne voit plus que ça, mais plus de plastique. Ça va dépendre de plusieurs choses. Ce n'est pas moi qui pourrais le faire. Mais il y a deux choses qui sont en train d'arriver. La première, c'est que les matières plastiques ont pris x2 sur l'achat de matières premières cette année, enfin l'année dernière. Sur les matières amidon, on n'a rien pris du tout. Alors cette année, on va peut-être prendre 2%. Donc ça veut dire qu'il y avait un écart, évidemment. Là, l'écart est en train de se combler. Donc ça va aussi inciter les viticulteurs qui se disaient, bon, c'est bien, c'est bio, mais bon, l'écart de prix, je vais rester sur les plastiques. Là, d'un coup, la question, elle se repose à nouveau. D'autre part, il y a une question qu'on se pose toujours quand on essaye d'anticiper le pire. On se dit, là, nos agrafes en amidon, elles sont faites en amidon et fibres de blé et maïs. On prend du blé et maïs français, donc c'est aussi ce qui nous aide à ne pas avoir trop d'augmentation, c'est pas loin. Voilà. Par contre, si on fait tout, on remplace tous les plastiques par ça, c'est pas tout à fait possible parce qu'il y a différents plastiques avec différentes caractéristiques. Pour l'instant, c'est pas toutes les faire, mais en attendant, si on remplace tout par ça, il va falloir qu'on fasse un peu un régime sur le pain et autres denrées alimentaires puisqu'on pique la surface agricole. Donc aujourd'hui, c'est marginal, parce que nous, on fait ça pour des agrafes, mais il y a quelques autres applications sur ce type de matière. Mais ça ne reste pas encore très, très développé. Si ça venait à remplacer complètement le plastique, ça posera des questions de confrontation avec l'alimentation humaine, animale aussi, on peut en parler, mais en tout cas, au moins humaine, ça, c'est un sujet auquel il ne faut pas trop toucher. Donc, c'est pour ça qu'on est en train de se dire, alors pour l'instant, on n'a pas encore lancé quoi que ce soit, mais avec ma soeur, ma soeur, elle n'est pas là ce soir, mais elle a le même questionnement que moi, on pense qu'il va falloir qu'on trouve autre chose encore à l'avenir, pour s'adapter à cette question-là. Une autre matière, c'est ça? Oui, une autre matière qui viennent d'autres origines. Parce que ce sera des algues. En ce moment, il y a beaucoup de recherches autour des algues. Pour l'instant, on n'a pas encore trouvé ce qui répond à. Mais on est en recherche. Oui, il y a des matières minérales qui peuvent intervenir, mais pas en totalité. On ne peut pas faire que avec du caillou, mais on peut en faire un peu, on peut en mettre un peu dedans. Il y a tout un tas de questions autour de ça. Alors, souhaiter que tout soit fait avec ça, les agrafes, pourquoi pas, puisque le truc aussi, c'est que ces agrafes-là, on les laisse dans le sol et on les ramasse pas. Après, sur d'autres déchets plastiques, on va les mettre en décharge et ils vont partir en recyclage. Donc là, ce n'est peut-être pas la peine de s'aventurer sur ces matières-là, alors qu'on va savoir recycler ces matières plastiques. Donc, et elles se récupèrent peut-être mieux que les premières agrafes en métal, parce qu'on les voit, on ne se blesse pas avec. On n'a pas besoin de la récupérer, c'est tout l'intérêt. Non, mais celles qui vont être recyclées. Ah non, le recyclage, ce n'est pas les agrafes, justement, c'est deux choses complètement synthétiques. Les agrafes, elles tombent dans le sol, donc il faut qu'elles se biodégradent. On veut ne plus les ramasser parce que c'est une tâche chiante. Donc, si on dit qu'il faut qu'elles se dégradent dans le sol, et il y a des applications sur les maraîchages ou autres, il y a aussi des pièces en plastique, si on pouvait rester au sol et pas du tout déranger la faune, la flore et l'humain, ce serait le rêve. Donc, on a encore des idées de développement sur d'autres pièces. Mais en tout cas, il y a d'autres plastiques, comme par exemple les seaux dans lesquels on va mettre des agrafes ou la peinture ou je ne sais pas quoi, où là, on ne va pas les laisser dans le sol. Enfin, en théorie, les gens bizarres, mais on va les mettre à la poubelle et en déchetterie et ça va être trié et on va savoir le recycler. Donc, ce qu'on sait recycler, ce n'est pas vraiment la peine de le passer là-dessus. Donc, en fait, c'est une réponse un peu plus large que simplement les agrafes. Sur les agrafes, pourquoi pas passer tout que là-dessus. Après, il y a aussi une dernière chose que je voulais dire là-dessus, c'est que sur ces agrafes-là, pour accélérer le mouvement, bon, il y a les prix, c'est une chose, mais il y a aussi la réglementation. Et la réglementation, elle évolue, mais c'est, par exemple, le CIVC, c'est lui qui fait la réglementation en Champagne. C'est lui qui fait le cahier des charges pour la Champagne. Et eux, ils sont venus nous dire, il y a 2014, ça fait quand même déjà 15 ans,
ouais les gars, les agrafes en plastique, ça laisse des résidus dans le sol, on n'en veut plus, on va les interdire. Mais ils n'ont pas dit on va les interdire demain parce qu'il n'y a rien pour remplacer. Maintenant qu'il y a quelque chose pour remplacer, alors vous allez me dire ça fait 7 ans, oui, mais ça fait 7 ans qu'on a sorti un modèle avec un moule où on était capable de fabriquer X millions d'agrafes, mais ce n'était pas du tout suffisant. Donc il fallait fiabiliser et puis dupliquer. Donc maintenant on y est. Demain, le CVC nous dit vous êtes prêts, l'année prochaine on a interdit le plastique dégradable dans les vignes qui vont finir dans le sol des vignes. Vous êtes prêts? Là on dit non, on dit oui. Donc je pense qu'il va se passer des choses. On le voit en ce moment beaucoup à Sancerre. Après, c'est pareil, ça dépend des régions, ça dépend des pays, ça dépend de plein de choses. Et puis, moi, je vois que par exemple, en Espagne ou en Allemagne, ce n'est pas du tout les mêmes réactions. En Allemagne, ils veulent que ça, ils veulent rien d'autre. En Espagne, ils veulent du prix. Donc, c'est la moins chère, pas de moins cher. Les vignobles n'ont pas dans les mêmes rapports. Non, mais sur ces pays-là, c'est un peu les deux extrêmes, c'est très général. Alors, quand on a fait, j'ai mis au point cette agraffe-là, il y a quand même quelque chose que je vous dis. C'est qu'entre le moment où on va récolter le maïs de blé, le raffiner, transformer, faire une agrafe, et que l'agrafe on va poser l'agrafe dans la vigne, donc on va récolter, je vous le fais en direct. On va récolter le blé, on va dire juillet, juin, juillet. Il faut, mais juin, juillet. On va raffiner, on va transformer l'agrafe, on va la sortir, je veux dire, au mois de décembre. Janvier. Elle va être posée dans les vignes au mois de mai et elle va tomber au sol au mois d'octobre ou novembre. Mais on a passé un autre mois de juillet. Donc on a refait une récolte. C'est-à-dire que la durée de vie de mon produit est plus longue qu'un cycle végétatif. Donc on pourra toujours produire les matières pour faire la pâte. Où c'est dangereux, c'est je produis au mois de juillet, mon produit, je le mets dans la vigne au mois de janvier, mettons, et au mois de mars, il est par terre. Je n'ai pas encore refait une récolte, il faut déjà que j'en utilise. Une planète en plus, voilà. Je crois qu'on est dans le discours. Oui, c'est pas mal. Et alors, du coup, on a parlé d'innover en imaginant et en se préparant au pire. Que ça pouvait aussi aider à pérenniser l'entreprise et à s'adapter et donc à innover. Mais à l'inverse, si on est dans le meilleur des mondes, tout va bien. Quels sont vos axes d'évolution et qu'est-ce que, là je m'adresse aussi à toi Sabrina, qu'est-ce que vous imaginez comme solution ou qu'est-ce que vous rêvez pour que la planète, pour que vos solutions soient viables ou pour que la planète soit viable pour nous humains? Nos petits-enfants et petits-enfants continuent à vivre dans des conditions… Déjà, tout à l'heure, je vous ai dit, on a 10 millions de tonnes en France de plastique qui sont incinérées ou enfouies. C'est 29 millions de tonnes en Europe. Déjà qu'on arrive à recycler tout ça, avec un système comme ça ou similaire, mais qu'on arrive à faire de ces déchets-là, en fait, qu'on en fasse vraiment des matières premières réutilisables. Et là, on n'est plus obligé de compter sur la planète, déjà sur tout ça. Donc ça serait déjà, pour moi, je pense que ce serait déjà pas mal. C'est un bel objectif. Et donc, quand on a fait notre machine aussi, on a dit, les matériaux qui vont rentrer dedans, ils sont sortis de broyeur. Oui, on a des pièces qui sont plus ou moins, il faut les régler. Il faut régler la granulométrie pour passer dans la machine. Mais on a dit, on ne fait pas une granulation. C'est-à-dire, je ne fais pas des granulés qui vont faire un produit très typé pour passer dans certains types de machines. C'est trop énergivore et ça restera trop les possibilités. Parce que nous, si on avait fait ça, dans cette machine-là, on ne pourrait pas passer la lune. On ne pourrait pas passer les fibres, certaines fibres, notamment dans le textile. Ou de la fibre de verre. Demain, il y a un déchet que j'aimerais bien qu'on arrive à recycler, c'est l'amiante. Et ça, on est dans des solutions technologiques, on n'en est pas loin de pouvoir le faire. Vous vous rendez compte, si on arrive à faire ça, ce que ça fait? Recycler des pales d'éoliennes. Recycler des pales d'éoliennes, par exemple. Parce que ça aussi, ça a une durée de vie assez courte. Justement, pour revenir là-dessus, est-ce que vous n'avez pas envie de pas vous limiter au domaine viticole et de créer peut-être une filière de plastique indéfiniment recyclable pour tous les fabricants qui ont besoin, dans l'automobile, tout ça. C'est l'enjeu.
Alors, si on poursuit avec la question du meilleur des mondes, Je vois ce que ça veut dire. ça fait partie des Vous avez une évolutions. question à poser tout à l'heure. Comment ? Alors, la première, c'est comment est-ce que vous garantissez avec des plastiques qui sont différents au départ, enfin là pour l'instant vous avez un fournisseur qui va vous fournir des produits qui sont standardisés, et donc derrière vous n'avez pas de problème sur la qualité de votre produit de sortie puisque vous avez toujours la même matière première à l'entrée. Oui. Alors. Parce que vous parlez mélange aluminium. Alors, mais vous avez raison. Ça, c'est ce qu'il faut savoir faire. C'est-à-dire que là, on n'est plus du tout dans le même cas que là. Là, si vous voulez, vous avez de la farine, vous mettez de l'eau, vous sortez une arabe. En gros, voilà la recette de cuisine. Là, vous allez mettre plusieurs ingrédients en fonction de ce que vous voulez sortir. Et il y a des ingrédients où il ne faut pas dépasser les seuils. Il y a des ingrédients qu'on a besoin. Parce que quand on vous dit c'est du plastique, des plastiques au métal, oui, mais on va mettre que ça. On va mettre de la fibre végétale, on va mettre de la fibre de verre, on va mettre des différentes matières plastiques pour tout en. C'est une recette à suivre. Et donc, en fonction de ce qu'on veut arriver à faire, produit fini, et ben on va faire la recette de cuisine. Et puis, quand on l'aura faite, elle sera plus ou moins compliquée. Mais là, il n'y aura même pas besoin de tour de main. On va mettre les ingrédients en concentration, c'est la machine qui va faire. C'est notre comment on appelle ça, robot, je ne sais pas, en cuisine. Voilà. On met ce qu'il faut dedans et ça sort en produit efficace. Une part qui peut quand même être bien identifiée, évidemment. C'est pas du hasard, vous ne prenez pas tout mélanger. C'est pas du hasard. Mais il y a des seuils de tolérance qui sont quand même plus ou moins larges selon les matières. C'est pareil, les matières différentes ne vont pas avoir le même rôle. C'est-à-dire que toutes les matières qui sont là-dedans ne servent pas à la rigidité. Mais il y en a. Il faut. Quand on a une matière première qui arrive, parce que pour nous c'est une matière première, c'est des chefs-d'œuvre. Quand il y a une matière qui arrive, il y a une fiche produit. Donc on sait à minima ce qu'il y a dedans. Concentration. Voilà. Donc ça c'est important, mais sinon on ne peut pas travailler. Ça marche bien quand vous êtes en réutilisation des produits sortis d'usine, probablement plus compliqué quand on arrive avec la même chose. Tout dépend du tri. Non, oui, et tout dépend du tri, mais aussi tout dépend de la destination. On a des produits, on n'a peut-être pas besoin d'avoir la technicité d'un tuteur. Et je vous ai dit, on part dans l'agriculture parce que c'est là le plus dur. C'est là qu'on va avoir les besoins techniques les plus importants. Certains produits, il faut de la souplesse, d'autres produits, il faut de la rigidité. Il y en a, il faut de la résistance. Là, on n'a pas besoin de trop de résistance. Et dans d'autres métiers, le niveau de résistance, ça va être de la résistance à l'écrasement. Ça va être peut-être de la résistance au bruit. Donc là, on pourra utiliser des matières qui vont être différentes. Et on a plein de trucs, ça va être de l'étanchéité qu'il faudra. On a plein de choses qui peuvent arriver. Ce qui nous manque aujourd'hui, c'est la technologie. Et c'est vrai que pour faire du développement, même du développement durable, il nous faut de la technologie. Parce que ça, il y a un an et demi, il n'y en avait pas. Ça n'existait pas. Et je pense que dans 10 ans, ce sera le produit le plus utilisé en France, dans son métier. Est-ce que vous êtes rapproché de PK? Oui, alors, ces gens-là, c'est bien parce qu'on a un site à donc, ces gens-là recyclent du PVC de fenêtre et eux font du granulé qu'ils vont réutiliser dans l'injection, dans l'extrusion. Donc, ils n'ont pas besoin de nous. C'est le cas où il n'y a qu'une seule matière. Non, mais je sais qu'ils ne peuvent pas recycler l'intégralité des matières récupérées, ils recyclent à peu près 85%. Ça peut. Alors, pour vous situer dans notre développement, ce qu'on est en train de faire aussi, pour parler, avec les industriels de Troyes, chacun a ils ont tous des déchets. Ça, c'est le club de l'écologie industrielle dont on parlait tout à l'heure. Donc, ces gens-là, ils ont tous des déchets en quantité, mais trop petites pour faire une machine. Donc, on est en train d'essayer de monter un équipement de façon à mettre une ou deux machines sur 3 et à recycler tous leurs déchets. Donc ça, c'est quelque chose, parce qu'il y en a qui ont 50 tonnes, d'autres qui ont 100 tonnes, d'autres qui ont 200 tonnes. Puis là, ce coup, les textiles, ils me disent, nous, on a à peu près 3000 tonnes.
Donc, et dès qu'on va mettre un rayon de 50 km, d'un seul coup, on va tomber sur ce comme ça. Je vais dire, ouais, mais moi, oui, j'ai des choses, j'en ai 50, 100 tonnes, 1000 tonnes. Et bien, viens, et puis il y aura été transformé. C'est ça, c'est du sablier. La quantité de déchets que les gens ne savent pas traiter. C'est les axes de développement. Ouais. Et là, vous en êtes aux prémices. Ouais, et alors ça, en plus, on est d'un côté très content que le premier développement dans ce sens-là il soit fait vers l'autre. C'est un espèce de nouveau concept regrouper des entreprises pour faire tourner une seule et même machine ensemble avec les déchets d'un peu tout le monde. Et ça, si ça fonctionne, c'est quand même bien parti pour. Après, ça va être d'aller le vendre. Moi, je vais aller direct à Cognac. Je sais que j'ai un très gros marché Twitter. Je vais dire, présentez-moi le club d'entreprise écologique de Cognac. Je vais leur dire, voilà, moi, je vous propose ça. Mais on l'a déjà fait en Champagne, dans l'Aube. Je vais dire, l'Aube, c'est chez moi. Et donc, c'est le petit côté. Mais ça existe. Donc, venez voir. Et là, les gars, ils viennent voir. Ils voient qu'ils peuvent parler à tous les dirigeants d'entreprise qui sont dans le mouvement. Et après, ils font ce qu'ils veulent, mais je pense qu'ils vont être intéressés. Et puis bon, faut pas comme vous avez dit à un moment, vous avez posé la question, il ne faut pas se limiter à l'agriculture, c'est clair. C'est surtout ce qu'on ne va pas faire, mais c'est là qu'on va aller prendre la technique. Parce qu'il n'y a, pas de risque pour la sortie de l'eau. Pour l'accident, des risques d'accident de vie. Pour avoir une idée, la taille de votre entreprise et son chiffre d'affaires, c'est quoi? Alors là, on va vous impressionner. Ouais. Je te laisse parler de ce Ouais. En fait, on a deux entreprises distinctes. Il y en a une qui fait les agrafabis, qui s'appelle Compagnie des agrafabis. Donc, voilà, c'est écrit dessus, on ne fera que des agrafabis. Celle-là, elle a 35 ans, on est 7, je crois. Et elle fait 4 millions de chiffre d'affaires cette année. Mais après, il y a, même on possède les moules, on les fait tourner chez des plasturgistes. Donc, eux, c'est des entreprises externes et ils font de la sous-traitance pour nous. Et eux, ils ont leurs salariés, ils sont vraiment juste dans notre structure, on essaie. On est d'ailleurs en train de racheter un de nos deux plasturgistes sur le Saint-Denis, puisque le patron part en retraite et fait 50% de son chiffre. Donc, on peut sécuriser nos appros, évidemment, et puis ça nous donne un terrain de jeu pour essayer plein de choses. Donc, on va reprendre 4 ou 5 personnes qui sont dans cette entreprise-là. Donc, en fait, sur le groupe, ça sera 11 personnes. Après, l'entreprise qui fait les tuteurs, c'est là que je vous dis, je vais vous impressionner. On est 0 et on fait 300 000 € de chiffre d'affaires. On est 0, j'exagère parce que c'est le même groupe, on travaille tous les deux, évidemment, mais voilà, pour l'instant, les salaires sont sur les agrafabis, donc on peut dire qu'il a 0 salarié, si on veut, et 300 000 € de chiffre d'affaires, c'est rien, mais c'est la première année, l'année dernière, on faisait 0. Donc l'année prochaine, je pense qu'on fera évidemment plus que doubler, puisqu'au début, ça va partir un peu exponentiel. Pour vous donner une idée, cette année, on a vendu 500 000 tuteurs. Voilà. Alors, j'ai dit Cognac, mais je peux aussi citer la Champagne, puisque on fait construire des gens en Champagne plus proches de nos distributeurs. On peut faire des tours de magasins, on connaît les distributeurs. Donc, ça a aussi bien fonctionné en Champagne. Et aussi, on a eu un très gros client au Québec. Au Québec, ça plante. Et donc, comme on est présent sur les salons viticoles en exposant, on a un stand, on a rencontré donc, le gars qui plante pour tous les investisseurs, parce que là-bas, les vignerons, c'est pas de terre en fils, c'est le gars qui a plein de pognon, il dit tiens, je vais planter de la vigne, on verra bien ce que ça donne. Donc, il délègue la plantation à un planteur. Et donc, le planteur est venu nous voir, il a été séduit par le produit sur le salon et il nous en a pris un paquet. En sachant qu'on est en parallèle en train de parler avec les industriels québécois qui veulent s'équiper d'une machine pour planter. Donc voilà, ça va être encore plus facile de vendre aux Québécois. Ils les achètent pour lui envoie en bateau depuis la France, mais ce n'est pas le schéma final qu'on a voulu faire. Mais en attendant, il faut bien lancer. Mais peut-être que dans 2 ans, il y a une machine qui tourne au Québec avec des déchets québécois et qui va vendre des tuteurs en vignerons québécois. Là, on va retomber dans le schéma qu'on souhaitait dès le départ. Ce que je vais vous proposer maintenant, si vous avez d'autres questions, c'est peut-être les faire autour d'une petite coupe de champagne.
Ouais, mais je pense qu'il peut encore y en avoir plein. Puis je voulais laisser aussi le mot de la fin à Sabrina. Donc, quelle perspective d'évolution tu souhaiterais voir, toi, dans le futur, dans le meilleur des mondes, si tout était possible? C'est assez simple, hein, c'est de la soutenabilité forte avec le développement économique au service de l'environnement et du progrès social, et non pas l'inverse. Voilà. Donc, en fait, peut-être que des entreprises sous le même format. Oui, c'est ça. Là, on voit bien, il n'y a pas à rougir du bénéfice, etc. C'est juste que là, on est au profit d'un besoin bien particulier, avec une prise en compte de l'environnement dans l'ADN même et une amélioration du service rendu. On réfléchit aux besoins, au service qu'on rend. Donc c'est ça, moi, dans le meilleur des mondes, c'est, je ne dirais pas une décroissance, mais un ralentissement. On est sorti du modèle de production et de consommation de masse, et on a l'économie au service. Très bien, c'est un bon mot de la fin. Et non pas comme un objectif en soi. Merci. Enfin, non pas que je suggère que ce soit vraiment le mot de la fin, mais vraiment de continuer cette discussion de façon conviviale et tous au même niveau, plutôt que de nous avoir nous d'un côté et vous en face, mais vraiment tous ensemble autour d'une coupe de champagne. Et merci à tout le monde d'être venu.